Tout le monde a son mot à dire sur l'engagement des artistes. Depuis plus d'un siècle, le dossier ressort à chaque saison. Deux équipes s'affrontent. Côté court, l'héritage des Parnassiens, l'art pour l'art, la scène comme espace protégé, sacré, hors des rapports de force terrestres avec l'inspiration pour seul moteur et une liberté absolue face au public. Côté jardin, un art plus naturel, plus terrestre, dans le monde donc exposé au monde, à ses pressions et au reste. Pour départager les deux visions, le réel. Le monde de la culture souffre. En un an, 47% des collectivités ont baissé leur budget culture. Les compagnies tiennent de justesse. Une sur cinq risque la disparition, selon un rapport du Sénat. Dans le même temps, des festivals sous pression, des artistes déprogrammés, des dates annulées pour des prises de position. Alors le milieu se lise-t-il de lui-même par peur de la liste noire ou c'est le système qui le fait obéir? Et une question pour nous aussi, parce qu'on fait notre autocritique. À force de compter les subventions et de trier les publics, un journaliste finit-il mis aux muses? Ce soir, un homme de théâtre pour y répondre, 10 ans dans une banque avant le plateau, un bar de bord de route, un ouvrier marocain, une rixe, deux hommes amoureux sur une scène de village et une communiste morte à Auschwitz en cours d'écriture. Bonjour Alexandre Peccini, Bonjour. ça vous va? Ouais, ouais, super. Avant de rentrer dans votre production, dans votre œuvre, on va peut-être apprendre à mieux vous connaître. Vous avez 17 ans, vous êtes à Bastia, vous êtes le bon élève en maths qui part en prépa. C'était qui ce petit garçon? Ou ce jeune garçon plutôt, allez. Bah, c'est rigolo, c'était un jeune garçon qui se prenait déjà pour un adulte, je crois. Hem, ouais, je n'arrive pas à croire à quel point, mes années, d'adolescence et enfin de collège et de lycée, je dirais, étaient, j'avais mis vraiment toute ma personnalité, tous mes rêves, tout ce que je voulais faire dans une boîte dont je n'avais même pas conscience. Donc du coup, je sais pas où est-ce que j'ai pris dans l'air ambiant entre ma famille, mes amis, bah, qu'il fallait grosso modo faire des maths, faire une prépa. Après, je suis quelqu'un qui s'intéresse à tout, donc j'étais pas malheureux non plus, hein, et quand j'ai fait prépa, j'ai vraiment appris des choses extraordinaires que j'utilise encore aujourd'hui dans le théâtre. Une connaissance scientifique et un rapport au travail, intense, on va dire, qui me servent vraiment. Après, c'est vrai que quand j'ai découvert le théâtre à 20 ans, je me suis dit: «Ah oui, en fait, il est là le plaisir, quoi». Voilà. Vous avez souvent dit que vous aviez besoin d'air, que l'île était devenue trop petite. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là et qu'est-ce qui a changé dans votre regard aujourd'hui? Alors même ça, je crois que j'en avais pas conscience. C'est-à-dire que la Corse, comme pour beaucoup, je pense, à 17 ans, c'était le monde, quoi. C'est-à-dire, comment je vais m'habiller pour aller au Maracana, c'était la question essentielle de ma vie. Croiser un touriste allemand qui ne comprenait pas ça, c'était quelqu'un qui avait raté sa vie. Enfin voilà, il y avait ce petit esprit comme ça. Pourtant, les birques et les chaussettes, franchement. Mais c'est à la mode, mais Mais c'est c'est à tellement la mode. agréable. Mais oui, en plus, c'est été, hiver, chaud, froid, ça ventile, c'est génial. Donc le jeune garçon de Maths Sup, Maths P, c'est ça? Oui, ça s'appelait biophysique, BCPST. Vous êtes passé de géophysique au back office d'une banque. C'est un accident ou c'est un parcours normal? Qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes arrivé sur le plateau d'une grande banque parisienne? Alors ça, c'était plutôt vraiment logistique parce que je sais plus si c'était après la terminale ou après la première année de prépa. J'avais travaillé au Crédit Lyonnais pendant un mois l'été, genre un boulot d'été. Et quand je suis arrivé à Paris, Hem, comme j'avais mes cours de théâtre le soir, le seul moyen pour moi de payer mes cours de théâtre du soir, c'était de Les travailler la cours journée. Florent, c'est ça, hein? J'avais fait d'autres cours avant, pas très intéressants, mais effectivement, j'ai fini au cours Florent, en anglais. Voilà, j'avais passé les auditions pour entrer directement en troisième année, et avant ça, j'avais fait acting international mais bon, j'ai un peu pioché partout, tout le temps, quoi. Voilà. Donc, on vous demandait de produire quoi concrètement quand vous êtes arrivé en banque? À la banque, alors j'ai fait le guichet, vraiment le guichet de la place du Crédit Lyonnais de la place de Clichy qui était très difficile, hein. Il y avait énormément de monde, il fallait vendre des cartes bleues, des assurances auto, gérer des découverts, enfin voilà. Donc là, au bout de 3 mois, je suis parti. Après, j'ai fait le poste où je suis resté le plus longtemps, c'était un poste de chargé de compte settlement.
Bon, le settlement, c'est une espèce de back-office du trading. Donc, je travaillais avec des brokers et j'avais des clients assez connus, hein, Morgan Stanley. Et à l'époque, j'avais même comme client Lehman Brothers, puisque l'année de sa faillite, c'était mon client. Lehman Brothers. Lehman Brothers. Je suis Regardez The arrivé. Big Short, hein. Exactement, je suis arrivé un matin au bureau, il y avait sur mon écran un post-it qui disait ne pas travailler sur Lehman Brothers, ils ont fait faillite. J'étais là, waouh, ok. Euh, et puis, il y avait un autre boulot que je refaisais régulièrement tous les ans où j'organisais des assemblées générales pour des grosses entreprises type CAC 40, tout ça, où c'est voilà, la réunion d'actionnaires dans des lieux un peu stratégiques et un peu chics de la capitale, où on fait venir 5000 actionnaires pour Total, 3000 actionnaires de France Télécom, et on organise tout ça, les votes, et on découvre un peu aussi l'univers comme ça du CAC 40 et des PDG, j'en ai croisé quelques-uns, et des politiques aussi. J'ai vu que vous avez mobilisé tout un vocabulaire d'un coup. C'est une langue à part, celle du management et celle de la banque. Comment on dit, qu'un collègue a craqué dans cette langue? Ah, c'est le burn-out. Mais bon, le burn-out, maintenant, c'est pour tout, hein. Il y a des mamans en burn-out parce qu'elles ont le boulot, les enfants, la logistique de la maison. Il y a des artistes en burn-out parce qu'ils ont obligés d'accepter trop de projets parce que ça rémunère de moins en moins quand ça rémunère. Voilà, il y a le burn-out, je crois que c'est euh, la suractivité plus le manque de sens. À un moment donné, on ne sait plus où on va, on brûle. Si mes chiffres sont bons, il me semble que vous êtes resté 10 ans dans ce domaine? Ouais, alors après, c'était comment dire? C'était quand même une époque où l'émission d'intérim était très facile à trouver. Donc, quand je travaillais 8 ou 9 mois, mais derrière, j'avais 3 4 mois de chômage. Comme c'était extrêmement bien payé, je pense que mon chômage de l'époque était mieux que mon salaire d'aujourd'hui. Donc, du coup, pendant ces périodes de chômage, ça me permettait de mettre de l'argent de côté, de monter des projets, de travailler sur des projets qui étaient très peu rémunérés. Enfin, voilà. J'ai un peu jonglé aussi quand même entre théâtre, écriture et banque pendant 10 ans. Et qu'est-ce qui vous y a fait retourner à la banque, mine de rien? C'est quoi? C'est cet équilibre, entre l'intérim, le travail d'écriture ou Non, vraiment au il début, c'était vraiment, il me fallait un boulot qui paye bien, où on m'acceptait, ça recrutait. Enfin, vraiment, c'était de la logistique, vraiment. J'ai pas vraiment pris de plaisir à travailler en banque, ni voulu valoriser mes compétences. Mais bon, j'avais une licence de géophysique, donc je me voyais mal aller taper un laboratoire ou un observatoire voilà, la banque, c'était simple. et Voilà. qu'est-ce qui a fait qu'un jour vous avez dit: «Bon maintenant, j'en ai marre, je vais plus à la banque»? C'est le corps qui a refusé ou juste, c'est vos conditions de vie qui ont changé? Le corps parle beaucoup, hein. Le corps, ouais, quand j'ai eu 35 ans, je sentais que c'était parti, quoi. Le mal de tête, le psoriasis, la dépression, la non-envie d'y aller, la colère qui monte vite. Quand on a envie de frapper un collègue parce qu'il vous emprunte la graffeuse sans vous poser la question, c'est qu'il y a un souci, quoi. Et donc, voilà, après, moi, j'avais toujours cet échappatoire. Avec en plus, comme j'étais en intérim, cette espèce de non. J'avais pas vraiment d'objectif et j'avais pas vraiment d'ambition dans la banque. Je m'en foutais de devenir chef, par exemple. Donc, du coup, euh, voilà, j'avais quand même. Je savais que je travaillais 7 8 mois, puis après, j'étais tranquille pendant 6 mois, donc je tenais un peu comme ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une pièce de théâtre que j'ai écrite qui s'appelait T-Rex, qui était sur un banquier qui fait un burn-out. Vous allez le chercher où, ce personnage qui est dans la banque, qui fait une dépression, qui est en burn-out et qui, comme par hasard, garde votre prénom? Oui, alors parce que je C'était moins jouais. cher d'aller en thérapie? J'allais en thérapie en même temps. Ça m'a aidé à écrire. Ah, les Euh, fameux salaires bancaires ont servi à ça. bah, et oui, mais je me rappelle, c'est vraiment ma psy de l'époque. Hem, j'ai quand même aussi ce rêve puisque l'histoire de cette pièce, c'est vraiment un banquier qui se retrouve propulsé au rang de manager, à un moment donné de sa vie où il y croyait plus. Il a, 35 ans et il a l'impression qu'il a raté sa carrière dans la banque et quand d'un coup, son chef, lui laisse la place et qu'il prend cette place, il fait un rêve du T-Rex où il a l'impression qu'il bouffe son chef. Et il se rappelle de ce rêve d'enfance, qu'est-ce que c'était pour lui, ce T-Rex, ce monstre, qui quand il te regarde, il faut pas bouger, parce que si tu bouges pas, il te voit pas. Bon, c'est le T-Rex inventé de Jurassic Park de Steven Spielberg.
Et j'étais en dépression et j'en parle à ma banquière qui me dit: «Mais pourquoi vous faites pas un spectacle sur la banque et le T-Rex?» À la psy plutôt qu'à la banquière. À la psy, Intéressant le exactement. lapsus. Que dirait Lacan? Mmh. Et donc du coup, je me retrouve à faire cette pièce de théâtre qui a mis quelques années, mais qui à un moment donné a marché. Et quand elle a commencé à marcher, je me suis dit: «Bon, cette année, j'ai assez d'argent pour me passer de la banque». Et puis il se trouve que depuis, les projets ont rapporté suffisamment d'argent pour me passer de la banque. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. À quel moment vous avez su que vous partiriez pas encore? C'est-à-dire que vous vous êtes dit: «Allez, encore un petit moment, il faut que je reste là». Que je retournerai à la banque, vous voulez dire? Non, que je vous vous êtes dit: «Bon, heu, je dois encore y aller. C'est pas encore le moment où j'arrête». Alors c'est beaucoup le compte en banque quand même, hein. Je suis assez, Mmh. voilà, c'est, le chiffre de qu'il y a sur, mon application LCL me disait si je devais y aller ou pas. Et très, très souvent, elle me disait: «Là, c'est bien que tu y ailles». Hem, on doute vraiment, moi, je suis quelqu'un qui doute tout le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, après, là, on va dire que ça fait 7 8 ans que ma compagnie marche bien et que moi, je j'arrive à vivre de mon métier. Je ne sais pas si demain j'en vivrai encore. Donc, retourner à la banque, peut-être pas, mais en tout cas envisager d'autres choses, c'est toujours, toujours présent. Je ne prends pas pour acquis, la chance que j'ai aujourd'hui, d'avoir, des subventions. Déjà les subventions, est-ce qu'on va continuer à me les donner? Mais est-ce qu'elles vont continuer à exister aussi? Mmh. Hem, c'est très dur parce qu'en fait le moindre projet qui n'est pas subventionné, ça me fait une année blanche et ça peut être, donc je peux tenir une année mais pas plus. Donc c'est vrai que toujours aujourd'hui, je me pose des questions est-ce qu'un jour je ne retournerai pas? Alors, est-ce que ce sera la banque? Est-ce que ce sera autre chose? J'en sais rien. Mis à part, bon, vous l'avez dit, vos collègues, pour une histoire d'agrafeuse qui vous ont déprimé, est-ce que même le sens même de ce que vous faisiez à la banque, c'est-à-dire finalement réduire, d'énormes sommes, réduire, des individualités et des parcours de vie à quelques lignes, c'était pas ça qui vous a rendu, complètement triste, au final? Il y a ça, bien sûr. Il faut c'est pas tout de suite, hein, c'est vraiment quand j'ai eu la trentaine que j'ai commencé à me rendre compte de ce que je faisais vraiment. C'est vrai que, par exemple, l'organisation d'assemblée générale, au début, on est dans les bureaux, puis, au bout de 3 ans, ils vous aiment bien, ils vous amènent en assemblée et d'un coup, on assiste à l'assemblée et on entend ce que les PDG ont à dire, on entend les votes des actionnaires et puis après on comprend, du coup, un peu mieux ce qu'on fait dans le bureau. Voilà, moi je dois dire qu'aujourd'hui encore, je me dis: «Mais ces choses-là qu'on m'a demandé de faire c'était pas régulier, c'était pas normal de faire ça». J'ai entendu des personnalités qu'on voit encore aujourd'hui, sur la scène politique, faire des choses, dire des choses, promettre des choses qui ensuite en campagne font exactement l'inverse. On se rend compte vraiment Mon ennemi, de c'est la finance. oui et puis ça fait longtemps maintenant, mais c'est assez hallucinant de voir à quel point il y a des jeux de dupes. J'ai croisé, tous les frères Sarkozy qui sont partout, qui ont des jetons de présence dans tous les conseils d'administration et je me dis: «Mais comment c'est possible, que cette famille-là, d'un président à une certaine époque où je travaillais, puis d'anciens présidents, se retrouve partout, 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 partout?» Non, non, c'est assez fou je regrette un peu de ne plus avoir mon adresse banque de mail professionnelle. Je suis sûr que j'aurais eu des trucs intéressants à envoyer à Mediapart. Mais voilà, après, d'une manière générale, c'était aussi intéressant, ce métier-là. De découvrir plein de choses aussi sur comment ça fonctionne aussi et puis, les entreprises font aussi des choses bien, il faut pas croire. Il y avait aussi des fondations, il y avait aussi j'ai croisé quand même du monde intéressant dans ce truc-là. Mais c'est vrai que, concrètement, c'est pas là que je retournerai, quoi. Vous avez passé donc 10 ans à regarder une machine réduire des gens à des lignes, comme on disait. Aujourd'hui, vous écrivez, bon, sur une autre machine, certes, mais vous mettez sur scène des causes que personne ne réclame. Vous cherchez quoi? Alors même si on les réclame pas, moi je juge que les gens en ont besoin. Heu, qu'est-ce que je cherche? Ah putain, j'en sais rien, putain, ça je m'attendais pas à une question aussi difficile tout de suite. Alors, qu'est-ce que je cherche? Hem, déjà, c'est comment dire? Moi, le théâtre, la scène, comment dire? C'est le premier truc que je cherche, je crois, c'est de faire venir du monde, au théâtre. Voilà, parce que
Le théâtre, il y a un public déjà acquis, à qui je crois, j'ai pas grand-chose à démontrer, bien que j'arrive parfois à soulever des sujets dans des endroits, avec un angle, j'espère un point de vue, un angle de vue un peu novateur, voilà. Qui est le biais très, très souvent de mon expérience, personnelle. Ensuite, ce que j'aime, c'est quand même, avoir la possibilité de jouer dans des théâtres et parfois même sur des sujets un peu difficiles, des pièces qui sont très populaires. Donc du coup, quand j'ai la possibilité de faire des spectacles pour des scolaires, par exemple, j'aime bien être sûr que des ados, comprennent la chose, soit rentrent en empathie avec les personnages assez rapidement parce que c'est quand même ça qui marche, surtout, en adolescence, pour qu'ils comprennent assez vite où est-ce qu'on va et qu'ils découvrent, certains pans de l'histoire ou certains sujets ou certains univers à travers des personnages qu'ils comprennent et qui vont leur faire ressentir des émotions. C'est surtout ça que je veux faire. Après, je crois pas que dans l'endroit où je suis, des productions que je monte et du public que je touche, je ne crois pas que je sois en mesure d'apprendre quoi que ce soit ou quelque chose au public. Voilà. Vous choisissez ces sujets ou c'est eux qui vous choisissent? Euh, ça me vient des fois comme une évidence. J'ai tout le temps 5 sujets en tête. Et d'un coup, j'ai l'impression qu'il y a un truc de l'actualité qui me fait me dire: «Non, mais c'est ça qu'il faut que je monte aujourd'hui, c'est sûr». Bien que des fois je me plante, après je me dis: «Mince, je me suis jeté dans un truc trop compliqué, j'aurais dû le faire plus simple». Mais, hem, donc quelque part, je fais une présélection et après je vois celui qui s'impose. Est-ce que on vous a déjà dit non dans ce milieu? Bien sûr! Oh, mais tout le temps! Tout le temps? Bah, Pourquoi? je les compte plus, je compte plus facilement les oui que les non. Qui dit non? Qui dit non? Bah, tout le monde, les acteurs, les producteurs, les diffuseurs, les attachés de presse, les salles de spectacle, les institutionnels, les tout le monde dit: «Non, non, non, on peut pas, non, on peut». Des fois, c'est vrai, ils peuvent pas, ils sont déçus, des fois, ils peuvent vraiment pas, des fois, ça leur plaît pas, des fois, on est jugé en avance, des fois mais il vaut mieux qu'on parle des fois où on m'a dit oui, parce que sinon on tiendra pas 1 heure. Je le disais dans mon introduction tout à l'heure, vous écrivez en ce moment une pièce sur Daniel Casanova. Quelle image elle a déclenché dans votre écriture? Hem Et surtout, qu'est-ce qui a déclenché votre écriture? Ouais, alors, vraiment, au début, j'avais, je dirais, sur les premières étapes de recherche que j'ai fait, je me suis rendu compte que c'était, je dirais, une pacifiste, féministe, communiste, hem, qui venait donc de Piane, de Cargès et de ce coin-là, de Figadio, là, à côté de Piane, et qui était une jeune fille très brillante, extrêmement lettrée, mais qui était profondément tournée vers l'autre. Euh, c'est quelqu'un qui aime les gens, et ce qui n'est pas forcément mon cas. Enfin, non pas que je n'aime pas les gens, mais en tout cas, je ne suis pas un social je ne suis pas facilement en lien avec les autres. J'ai beaucoup plus de difficultés avec moi-même et un imaginaire, je pense, très encombrant qui me renferme, alors qu'elle, vraiment, elle va vers les autres, elle tout de suite. Donc ça m'a beaucoup plu. Donc, assez rapidement, je me suis dit qu'il fallait travailler sur ça. Elle révélait selon moi aussi quelque chose de l'ordre des vraies valeurs de gauche et des valeurs profondément humanistes, des valeurs profondément, même juste humaines. Et je me suis rendu compte en travaillant sur elle que passer par le Parti communiste était quelque chose qui lui permettait de s'exprimer et d'exprimer ses valeurs et ses principes de manière très politique. Et ensuite, la politique la rattrape. Et elle lutte sans arrêt entre les valeurs qu'elle porte et le sectarisme du Parti communiste et l'endoctrinement qu'il peut y avoir au Parti communiste. Voilà, avec tout ce que ça a comme, je dirais, comme de nuances à avoir. Je veux dire, elle connaît la fin de Lénine et le début de Staline.
Bon voilà, le stalinisme, c'est vraiment, le pouvoir bureaucratique qui s'empare du parti communiste et c'est très compliqué. Il y a la guerre, il y a énormément de choses qui se passent qui font que, on est toujours entre, il faut adapter, la doctrine du parti communiste, bah, faire avec, ce qui se passe autour de nous et en même temps, hem, continuer à travailler avec le groupe. Donc, voilà et les marges de manœuvre sont complexes et ça m'a beaucoup intéressé. Voilà, donc comment est-ce qu'on peut avoir des convictions et comment nos convictions, on doit parfois accepter de les mettre un peu de côté pour les appliquer un petit peu plus tard ou par un biais qui ne nous correspond pas complètement. Enfin voilà, il y a comme ça cette espèce Un de compromis. jonglage. Comment? Un compromis, non? Toujours. Ouais. Donc le parti communiste, revendique, sa mémoire, la République l'honore, mais le mouvement national l'esquive. Vous, votre Daniel Casanova, vous la rendez à qui? C'est vraiment, c'est vraiment, comment dire? En fait, je crois qu'on a besoin de la rendre à personne. Je crois qu'en essayant d'aller au fond, de sa personnalité, de ce que j'imagine de sa personnalité, encore une fois, du coup, c'est une adaptation de ce que moi, aujourd'hui, je lis sur elle. Elle a beaucoup écrit. Voilà, il y a une correspondance qui existe entre elle, sa famille, son mari. Il y a aussi des tracts, et des articles, dans tout un tas de journaux communistes, notamment l'Avant-Garde qui appartenait aux jeunesses communistes. Puis ensuite elle a monté son propre journal avec l'Union des jeunes filles de France. Donc elle écrivait, beaucoup, il y a des rapports de réunions, il y a beaucoup de choses sur elle et puis ensuite il y a toutes ces femmes qui ont eu la chance et la force de résister, qui étaient ses copines résistantes et qui ont ensuite écrit entre 45 et jusqu'en 2008-2009. Et il y avait encore des résistantes vivantes comme Marie-Claude Vaillant-Couturier, comme Lise. Mince. Son nom ne me vient plus. Bref, qui l'ont croisée et qui parlent toujours d'elle. Ensuite, j'ai rencontré aussi sa nièce, Isaline Choury, qui l'a connue plutôt, elle, à travers le récit de sa propre maman, qui était donc la sœur de Daniel Casanova, et de sa grand-mère, qui était donc la mère de Daniel Casanova. Avec tout ça, j'essaye vraiment d'ouvrir le parcours d'une femme dans, dans sa famille, le lien qu'elle a avec sa famille. Donc, son côté corse, on va dire. Hem, parce qu'elle est une sœur, elle a un frère qui est aussi, en plein milieu de la tourmente puisqu'il est journaliste, plutôt pour un journal radical, qui bascule un petit peu à droite. Ensuite, il rentre à l'agence Havas, qui deviendra ensuite l'agence Presse de France et il finit, contrôleur civil pour le gouvernement de Vichy. Donc, avec une sœur communiste en prison, lui fonctionnaire pour Vichy, il y a déjà des choses à raconter sur c'est quoi cette famille. Ensuite, c'est une amie, une vraie amie, c'est-à-dire qu'elle a vraiment lié des amitiés avec des gens très très connus dans la résistance comme Maï Politzer, Marie-Claude Vaillant-Couturier, Jeannette Vermirsch, mais aussi Charlotte Delbo. Elles font partie du même convoi qui part à Auschwitz, tout ça. Donc il y a cette amitié de femmes qui viennent de milieux très différents. Jeannette Vermirsch, elle est du nord de la France, elle connaît la Première Guerre parce qu'elle s'enfuit des bassins houillers du nord de la France, donc elle sait ce que c'est euh, que d'être une ouvrière et une minière. Et elle est l'épouse de Maurice Thorez. Donc vraiment, on a un parcours où on part du bas de l'échelle sociale, où d'un coup on se retrouve à la tête du pouvoir. Elle passe d'ailleurs la majeure partie de la guerre euh, cachée à Moscou avec son mari. Et Marie-Claude Vaillant-Couturier, qui vient de la famille Vogel, qui est la famille qui, à l'époque, est directeur du Vogue. Ce sont c'est ce qu'on pourrait appeler un peu la gauche caviar, quoi. Voilà, c'est des gens de gauche avec des idées de gauche, mais qui ont énormément d'argent, qui ont énormément de propriétés et qui sont très cultivés, qui passent leur temps à recevoir du monde, des poètes de l'étranger. Donc tous les poètes de gauche qui s'enfuient, qui fuient et les tsars et le communisme et évidemment L'Allemagne nazie l'Allemagne aussi quand nazie, même. mais aussi avant l'Allemagne, la Prusse, quoi, je dirais. Tout ça, c'est des gens qui se retrouvent dans cet endroit qui avait l'air merveilleux, qui s'appelle la Faisanderie, où les gens dorment sur place. Elle rencontre les Cocteau, les Aragon. Donc ces femmes-là, de milieux très, très, très différents, se retrouvent ensemble, nouées par le Parti communiste et
ce besoin de faire exister le Parti communiste au moment où la France est occupée. Et ça, c'est assez beau. Puis ensuite, il y a Daniel Casanova, son nom, c'est Vincente La Perrine. Donc elle se marie à un Corse d'Alger qui s'appelle Laurent Casanova. Et donc il y a aussi une femme qui a mis de côté son mariage, sa vie de famille. Elle n'a pas eu d'enfant, mais qui sacrifie tout ça au nom d'une cause juste. Heu, Elle est morte comme communiste et comme résistante, pas forcément comme corse, et son parti était le plus centralisateur, de France. Dans quelle scène lui faites-vous dire sur la Corse quelque chose qu'elle n'aurait jamais dit? Euh, la Corse est toujours assez présente. C'était une femme très colérique, très entière, qui était capable de s'énerver. Donc déjà, dès qu'elle s'énerve, et pourtant on a dit merde. Voilà, alors ça, on s'amuse avec ça. Euh, la Corse, c'est quand même un havre de paix. Et puis surtout, elle vient d'une Corse. euh, et d'un milieu qui est profondément républicain. À l'époque, enfin, j'aurais dû réviser ça. À l'époque, à Ajaccio, il y a le clos plus ou moins des républicains et plus ou moins des presque bonapartistes. C'est un peu gros et brouillon ce que je dis là, hein, parce qu'il faudrait rentrer un petit peu plus dans l'histoire. Mais grosso modo, elle a des parents plus ou moins de gauche, donc plus ou moins socialistes, lettrés, qui sont professeurs, Elle est instituteurs. chirurgienne dentiste, elle, c'est ça? Ah ouais, mais son premier parcours, c'est vraiment d'aller en Hippocagne du côté de Marseille. Elle fait d'ailleurs son année de terminale, donc elle passe l'équivalent de son baccalauréat, qui se passait en plusieurs années à l'époque, c'était les Bachot, enfin bon bref. Elle fait ça à côté de Marseille, et ensuite elle rentre en Hippocagne à Marseille, mais au bout d'un mois, elle se casse. Et elle dit à ses parents, je veux faire quelque chose, je veux soigner les gens. Et ce soin des autres, à cette époque-là, curieusement, en dentaire, à Paris, c'est une profession de la médecine qui est majoritairement portée par des femmes. Voilà. Je ne veux pas dire n'importe quoi, mais il y a Maria de Perrette aussi qui est d'Altaro, qui est un peu plus âgée qui est aussi en dentaire. Et les femmes c'est un métier un peu d'avenir pour les femmes, curieusement. Et voilà, et donc au bout de 3 ans, elle ouvre son cabinet. Voilà. Hem, Est-ce que c'est un hasard que vous écriviez sur un personnage qui a été, pétri par les années 30 et qui a, au final eu un rôle, quand même, important et est devenu une figure de la résistance? Ouais. Alors, il y a vraiment, je vois 2 choses importantes dans ce que vous dites. C'est, les années 30 évidemment, hem, les dernières années, personnellement, ma vision du monde, en tout cas les dernières années, mais principalement les derniers mois et encore plus les dernières semaines, me font très largement penser aux années 30. Donc, je sais qu'il y a énormément de différences. Voilà, dans les années 30, on avait vraiment le fascisme aux portes. Euh, oui, mais je dirais la guerre, en tout cas, la menace de la guerre était à la frontière. On sortait aussi d'une guerre, on croyait beaucoup au pacifisme. Bon, il y avait une crise économique. Ce qu'on vit aujourd'hui est apparemment une crise économique aussi, mais moi j'ai quand même l'impression que, grosso merdo, depuis 2008, c'est pas une crise qu'on vit, c'est un nouveau paradigme économique avec des hauts et des bas. Mais je veux dire, on n'est pas en crise plus hier qu'aujourd'hui. Donc j'ai l'impression qu'on a tendance à utiliser le mot crise pour plein de choses, alors que juste ça fait 20 ans que ça dure. Bon, bref. Mais en tout cas, oui, il y a de la manière dont j'ai travaillé, je dirais, l'univers dans lequel grandit Daniel Casanova et dans l'univers dans lequel elle tire ses convictions politiques, je vois beaucoup, beaucoup de choses qui me fait penser à ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce qui, dans votre open space, aurait été immédiatement compréhensible pour un bureaucrate de 40? Je ne comprends pas complètement la question. Euh, Je dis ça parce que vous avez évolué dans le secteur bancaire, un secteur avec, tout son langage, on parle d'objectifs, de performance, d'accompagnement. Joanne Chapoutot, dans Libre d'obéir, rappelle que ce vocabulaire a une histoire et qu'un des pères du management allemand d'après-guerre, Reinhard Heune, était un ancien juriste SS. Le principe reste le même, autonomie sur les moyens, jamais sur les fins. On vous laisse libre d'obéir.
Dans une banque, est-ce que ce langage ne sert pas d'abord à masquer ce qu'on exige vraiment des salariés? Hem, alors comment, je vois le parallèle que vous voulez faire, mais en réalité, dans les années 30, enfin avant 38 en tout cas, hem, je les méthodes, qui sont pratiquées dans les usines, contre les ouvriers, contre sont des méthodes de management qui sont très, très dures. Hem, alors moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce que raconte aussi Chapoutot, c'est qu'aujourd'hui, l'État est géré comme une entreprise. Dans les années 30, c'était pas exactement ça quand même. Mais Ouais, c'est vraiment la doctrine nazie qui, elle, donne des objectifs à ses cadres, les met en ouais, compétition. après, il y a quand même déjà la révolution russe fait très peur. Et il y a déjà, enfin, Daniel Casanova, dans ses tracts communistes, parle déjà des 200 familles qui, où je dirais, où le Parlement est à la botte de ces 200 familles-là, qui sont des familles qui ont les entreprises Renault, Michelin et compagnie, qui sont ensuite des entreprises qui vont s'enrichir sur la guerre, s'enrichir sur la Sur la crise. première. Ils se sont déjà enrichis sur la première et ils comptent bien avoir une deuxième guerre. Ils se rendent compte aussi que les nazis les nazis, c'est vraiment, voilà, ils font croire qu'ils sont pour le peuple, pour, je dirais, rendre au peuple, leur fierté d'avant-guerre, puisque les Allemands travaillent pour rembourser, la Première Guerre mondiale, d'après le traité de Versailles. Donc il y a quelque chose un peu de l'ordre des MAGA, quoi. Make America Great Again, il y avait un côté Make, Allemagne, Great Again. Mais c'est un mensonge profond, puisque, le parti nazi n'est pas du tout un parti pour le peuple. C'est vraiment un parti qui enrichit aussi les grands, alors à l'époque on disait pas, enfin les grands, c'était pas des lobbying, mais c'était des grandes entreprises, voilà, mondiales, principalement de l'armement, de la finance. Donc ça, c'est sûr que c'est quelque chose que dénonce déjà la gauche et le Parti communiste à cette époque-là. Et c'est certain que voilà, les règles dans une entreprise, enfin voilà, les copines de Daniel Casanova qui ont travaillé en entreprise disent on ne peut pas organiser de grève. À l'époque, il n'y a pas le droit de grève. On n'est pas payé quand on va à la grève. Puis il y a on appelle les gens les gréviculteurs. Si on est sur la liste des gréviculteurs, on n'est plus embauché, donc on meurt de faim. Donc il y a comme ça une espèce de, de, on montre du doigt les communistes et on ne veut plus les faire travailler, on veut qu'ils crèvent, quoi. Donc les grands patrons sont les rois du monde. La police frappe. La police, voilà, on a des hôpitaux sont remplis d'ouvriers éborgnés, aux membres cassés, parce que la police a le droit de donner des coups de bâton. Alors ils n'avaient pas les flashballs, mais donc vraiment, les années 30, euh, je dirais l'espace culturel et l'espace des médias, voilà, c'est pareil. Aujourd'hui, on se base sur Instagram pour avoir des vues sur Instagram. À l'époque, ils se battent sur une place parce qu'on ne veut pas que la place de la Contrescarpe, il y ait des distributions de tracts de gauche, parce que les camelots du roi sont en train de distribuer les idées de Charles Maurras De l'Action et française. de l'Action française. Et puis il y a encore des idées royalistes, et puis il y a Puis encore. c'est la grande période des ligues. Enfin bon. Elle, ces années 30, à Daniel Casanova, elle commence en Corse. Est-ce que le parallèle tient? Non, elle commence pas en Corse. Elle arrive à Paris elle arrive à Paris en 27. Ah oui, d'accord. Ouais, elle arrive en Paris en 27. Dès 28, elle est au Jeunesse communiste. Sa carte du Parti communiste, je pense que ça doit arriver pas très après son diplôme, parce que tant qu'on est étudiant, on est aux jeunesses. Et, et c'est elle fait vraiment les années 30 au cœur du Parti communiste. Assez rapidement, quand même, elle se retrouve avec des missions un peu dangereuses du type. Bah, elle est euh, fondatrice de l'Union des jeunes filles de France, je ouais, crois. Oui. ça, alors l'Union. Oui, alors parce que voilà, le Parti communiste, il n'est pas tout beau, tout. Voilà, hein, le Parti communiste est le seul parti politique qui est pour l'égalité homme-femme et pour le droit de vote des femmes. Mais voilà, je dirais les cyniques diront que c'est pour s'organiser, je dirais, un petit électorat, euh, C'est quoi le mot? C'est de une la... réserve électorale, je ne sais pas comment dire, hein, Ouais. enfin un truc comme ça, quoi. Du clientélisme. Voilà. Donc si toutes les femmes votent pour le Parti communiste, évidemment le Parti communiste sera aux législatives, enfin voilà, aura plus de voix, quoi. Et c'est un peu vrai quelque part, parce que au sein du Parti communiste, Daniel Casanova a du mal à trouver sa voie. Son mari, qu'elle force à intégrer au Parti communiste, se retrouve très très vite bras droit de Maurice Thorez. Donc lui, il se fait une espèce d'avancée, il se retrouve
vraiment très, très proche de la tête du parti, très, très rapidement. Et Danielle, elle se retrouve dans des conseils d'administration, au secrétariat de tout un tas d'associations du parti, mais c'est finalement en montant au départ, il y a un peu cette idée de monter l'Union des jeunes femmes communistes et en fait, elle l'ouvre, elle veut faire l'Union des jeunes femmes de France. Et j'ai l'impression que le Parti communiste se dit: «Oui, oui, bon, ben, on va la laisser faire ça, ça va être rigolo» et en fait, très, très rapidement, elle arrive à dépasser 20 000, 30 000, 40 000 adhérentes. Elle arrive à créer des cellules dans toutes les villes, à faire des comités, où les jeunes filles se retrouvent à 2 000, 3 000 et elle rafle beaucoup parmi les jeunes filles catholiques et qui, avant qu'elles les connaissent, étaient beaucoup des jeunes filles qui étaient très proches des ligues, d'extrême droite et là, d'un coup, elles se retrouvent ailleurs, quoi. Et c'est vraiment des revendications comme le congé maternité, le droit, d'avoir un congé quand on a ses règles, être payé le même salaire, avoir les mêmes postes, ne pas avoir des postes trop pénibles quand on est plus faible physiquement. C'est vraiment évidemment le droit de vote. C'est vraiment ces revendications-là qui, encore à ce jour, ne sont pas, Reste d'actualité. restent d'actualité. Si vous faites ce parallèle avec les années 30, c'est que dans les années 30, bon, le fascisme était quand même un facteur à prendre en considération dans les quatre coins de l'Europe. Aujourd'hui, bon, force est de constater qu'il y a une montée du fascisme. Est-ce que vous le voyez revenir? Bien sûr. Moi, je le vois revenir. Mais avant ça, revenir, ça sous-entend qu'il serait parti. Euh, Est-ce qu'il est parti? Je pourrais pas dire. Moi, je suis né quand même dans les années 80 à Bastia. Euh, je j'ai eu beau dire comme les copains des saloperies sur les Noirs et les Arabes. Je disais vraiment des conneries. Je n'ai jamais été raciste. Quand je suis arrivé à Toulouse, où j'avais toutes les couleurs à la fac et à l'école, je me suis dit, mais comment est-ce que j'ai pu dire des trucs comme ça? C'était vraiment de la bêtise d'adolescent pour faire comme les copains. Donc je crois il y avait beaucoup de ça. Euh, et, et, et ensuite, j'ai grandi enfin, j'ai évolué, je suis devenu adulte, on va dire, dans un milieu artiste où il y avait toutes les couleurs, tous les genres, toutes les sexualités. Donc, je n'ai pas vu ce fascisme-là arriver. C'est aujourd'hui où je trouve qu'il y a voilà, quelque chose de très décomplexé à avoir des propos vraiment racistes, à se couper d'une empathie profonde, hein, je veux dire, de ne plus se rendre compte de ce qu'est un être humain, mais surtout, je viens de commencer ce livre avec Daniel Casanova, j'ai été pris dans 1 milliard de bouquins, mais les irresponsables qui sont très responsables, ils savent très très bien où ils vont, ils savent très très bien ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, on ne voit que ça. Voilà. Moi, j'ai l'impression que ces dernières semaines, les éclats de Emmanuel Macron, qui est quasiment absent à chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est vraiment pour nommer quelqu'un aux droits de l'homme où on se dit mais comment c'est possible. Enfin, faire tout un tas de oui, outrepasser la démocratie pour s'installer et faire des choses où même le RN se couche en se disant, ben là c'est parfait, comme ça on n'aura pas à le faire. Et c'est un peu ce qui s'est passé quand même dans les années 30. C'est vraiment cette volonté de mener un combat plus fort contre la gauche que contre les idérances qui peuvent arriver de partout. Et donc voilà, moi je reste assez persuadé qu'aujourd'hui, il y a un retour à la mode du fascisme, une espèce de décomplexion comme ça, à dire ouais, mais vraiment, moi j'ai rencontré des gens qui me disent ouais, allez, il faut croire que je suis un petit peu raciste. Ah oui, mais t'es au courant que c'est pas du tout une bonne nouvelle, quoi. Justement, le racisme, vous l'avez filmé en Corse dans un bar de bord de route. Pourquoi vous êtes repassé à 43? Genre passé du racisme actuel et puis après un petit retour en arrière à la guerre, la mort dans les camps. Oh, parce que curieusement, euh, la question du racisme ne se pose pas tant que ça dans la vie de Daniel Casanova. Euh, en fait, ils sont tellement occupés, les communistes, à un moment donné, à résister contre des lois anticommunistes qui sont
il y a des décrets-lois qui arrivent, avant même la capitulation de la France. C'est-à-dire À que cause du pacte germano-soviétique à aussi. cause du pacte germano-soviétique, mais même avant ça, je veux dire, les camarades communistes qui prennent les coups dans des grèves ou des manifestations, ils sont très très nombreux. C'est-à-dire que quand il y a le Front populaire qui, en 1936, existe et en 1938 gagne énormément aux législatives et du coup font passer, en 1938, ils font quand même passer des lois un peu dingues. Les congés payés, comment ça s'appelle? La semaine de, alors à l'époque c'est de 50 heures ou de même 47 heures, je crois. Une journée de travail, enfin une journée de non-travail dans la semaine. Les gens ne comprennent pas. C'est pour eux quand même un peu dingue de se dire, ah donc là je vais partir en vacances et je vais quand même toucher ma paye. Ils comprennent pas ça. Hem, on est encore loin, de la sécu, tout ça et tout ça arrive en 45, même s'il y a des prototypes de sécu, de sécurité alimentaire, tout ça, machin et tout. Mais en tout cas, quand ces lois-là sont votées, le patronat prend un vrai coup dans la gueule et ils sont pas contents. Et c'est pour ça que quand ils se disent: «Ah bah, finalement, vu ce qui se passe en Bah, ce monsieur Allemagne», Hitler, il est quand même très raisonnable. beh, je plutôt Hitler que le Front populaire. Voilà. Et aujourd'hui, moi, je suis toujours parfois un peu étonné, de voir que ceux qui gagnent des dizaines de milliards d'euros arrivent à faire croire à ceux qui en gagnent des centaines de milliers que le problème, ce sont ceux qui touchent 500 euros en trop par mois, quoi. Et ça, c'est déjà à l'époque sur place, c'est déjà mis en place avec voilà, des méthodes de communication politique qui sont dingues, une appropriation des médias qui sont un peu dingues aussi. Les communistes, euh, on leur tombe dessus parce qu'on interdit la presse de gauche. Voilà. La presse de gauche est muselée, l'humanité est interdite le lendemain du pacte germano-soviétique. Euh, toutes les associations de gauche sont interdites. C'est vraiment fasciste de faire ça. Voilà. Euh, Après, je peux comprendre aussi que cette troisième internationale qui se fait dicter les lois d'un pays qu'on ne connaît pas et d'un homme dont on sait dans les années 30 qu'il est un peu fou, je veux dire, le retour d'André Gide, le retour du RSS, c'est bien avant la guerre. Donc, il y a des preuves quand même que ce mec que Staline est taré. Voilà. Donc, c'est là, c'est ce que je disais tout à l'heure, Daniel Casanova, elle jongle quoi, entre ses idéaux et la tête de son parti. Mais en tout cas, oui, oui, ça aussi, c'est vraiment quelque chose où la peur, pour en revenir au racisme en tout cas, à cette époque-là, on commence à mettre tout sur les juifs. Voilà. Et donc les décrets Et les et les communistes, et les communistes qui protègent tout le tziganes, monde. et les homosexuels. Mm. Bon, Les communistes en premier lieu. mmh, C'est, les c'est... ennemis Ouais, ouais. politiques. Et après, par contre, vraiment, c'est important de le savoir, même si dans Daniel Casanova, on n'en parle pas trop, parce ils vont tous très vite en prison. En 42, ils sont tous en prison. Daniel Casanova ne rencontrera jamais Jean Moulin. Mais Elle meurt en 43, c'est ça? elle meurt en 43 et elle est arrêtée en janvier 42. Et Jean Moulin, je crois, a atterri en France en février 42 ou quelque chose comme ça. Donc, c'est une époque où les résistants communistes font un peu leur guéguerre. Enfin, leur guéguerre, c'est un peu horrible de dire ça, mais c'est un peu du bricolage quand même ce qu'ils font, sans que, sans l'aval du général de Gaulle, dont on trouve que de toute manière, il fait un peu de la résistance à l'Ouzo-British, donc qui sert un peu aussi l'impérialisme british de l'époque. Donc les communistes se disent, qui c'est ce mec qui de Londres va nous expliquer ce qu'on va faire alors que nous on a vraiment le nez dans le caca. C'est Donc il y avait des réseaux déjà structurés et organisés qui n'ont pas attendu. Enfin bon. c'est disons que quand même Staline avait vu à l'avance ce qu'il fallait faire, savait qu'à un moment donné ils allaient être interdits et qu'il fallait un réseau d'appartements, d'armes, de denrées alimentaires, tout ça existe par le Parti communiste et c'est d'ailleurs ce réseau-là qui va aussi servir à sauver des juifs. Mais c'est vrai que les décrets-lois anticommunistes tombent avant Vichy, avant la capitulation, donc sous Daladier. Et ensuite, quand c'est notre ami Pétain qui revient au pouvoir et que c'est Vichy, alors là, Pétain, je veux dire, il n'y a pas de problème. Il attend même pas les demandes de l'Allemagne pour livrer les Juifs et pour les interdire de Souvent, il tout. annote les directives allemandes pour qu'elles soient plus dures. Oui. Enfin, Il fait du zèle. oui, oui, un fonctionnaire zélé, Philippe Pétain. Ouais. Quelle scène de votre Casanova va générer un Bastier de 2026 dans sa propre vie?
crois pas qu'il puisse être gêné par quoi que ce soit de ce qu'elle ait fait. Hem, je crois pas, hem, non, je crois qu'il y a aucune scène où elle est gênante. Il y a des scènes où elle doit fermer les yeux et mettre de côté ses propres convictions et avancer selon les directives de Moscou qui ne lui conviennent pas. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui lui fait très mal. Je pense que c'est quelque chose qui fait très mal à tous les communistes français, à tout le PCF, et qui annonce la mort de la Troisième Internationale. Hein, puisque au bout d'un moment, Staline dit bon, ben démerdez-vous, quoi. C'est vous, vous êtes tournés tous en danger, faites comme vous pouvez. Euh, je crois pas, en tout cas, en tant que Corse, elle a une âme corse de. Ce que je trouve qu'elle a de très corse, c'est de vouloir réparer l'injustice. Mais il y a dans le spectacle quelques Corses qui sont honteux. Voilà, il y a un préfet de police qui s'appelle Cap, qui est pas Bastia, qui est ajaccien. Il y a un Simon Sabiagne aussi, qui aussi rentre euh, Fasciste, lui, hein. alors, pas au début, mais Mmh. après, on sait jamais si c'est par opportunisme ou pas. Il se retrouve vraiment très très proche de Pétain et il meurt. Je crois que son avion passe au-dessus de Marseille pendant le débarquement de Provence. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça et son avion est abattu, il tombe dans la mer. Il y en a un autre aussi. On a un duc de Pozzo di Borgo, mais qui est un peu plus chic et qui est lui profondément anticommuniste. Ça, c'est sûr. Après, je sais que c'est quelqu'un qui favorise un petit peu le marché noir pour une classe un petit peu aristocratique, mais c'est Un pas quelqu'un Pozzo qui. di Borgo. Ouais, c'est un Pozzo di Ouais. Borgo. Ouais, Ah, ouais. étonnant, hein. Je ne dis rien. Je connais des Pozzo di Borgo qui sont très bien. Mais Il y oui, en a des biens. et je connais des Sabiani qui sont super et des Cap qui sont super. Donc que ces familles-là ne se. Mais en tout cas, la Corse, île des Justes, il y avait quand même quelques salauds qui, ceci dit, ne sont pas sur l'île. Mais on va pas Euh, faire une démonstration historique, on a un gros épisode sur l'occupation et la résistance qui arrive. D'accord. Est-ce que vous qualifierez cette pièce d'antifasciste? Ah oui, c'est c'est ce qui tient ces femmes. C'est ce qui tient ces femmes qui, à un moment donné, se rendent compte que le monde dans lequel elles veulent que les enfants vivent, ce n'est pas un monde où on t'attrape à l'adolescence, on te forme au Parti national social démocrate, je ne sais même plus comment on dit, là, le PNSAD, et où tu te donnes entièrement aux nazis et où tout le monde est pareil. Voilà. Parce que le nazisme, en plus, c'est en plus du fascisme, il y a cette espèce je dirais, D'eugénisme. exactement, la dimension eugéniste, où la différence doit disparaître. Euh, Ces femmes communistes-là, ce sont des femmes qui voyagent beaucoup, qui épousent des juifs polonais, qui viennent de partout, qui font le tour d'Europe et qui rencontrent tout un tas d'étrangers et qui savent aussi le poids de la culture, ce que c'est que la culture. Et c'est d'ailleurs parce que le Parti communiste veut rendre la culture au peuple et aux ouvriers, elle rentre aussi là-dedans. Alors que à la fac, notamment la fac de droit et la fac d'économie, c'est principalement les gens de droite. Donc c'est très cher, les ouvriers ne peuvent pas y aller. Et le Parti communiste essaye d'ouvrir comme ça. D'ailleurs, en Russie, on a ces jardins culture dans lesquels il y a toujours un théâtre, une bibliothèque, il y a des représentations de théâtre toutes les heures ou toutes les 2 heures, des spectacles pour enfants, de la danse, du sport. Il y a un culte comme ça, à la fois de la revigoration du corps, mais aussi de l'esprit qui attire ces femmes-là, qui sont la première génération adulte presque du XXe siècle, et qui, comme ça, qui ont besoin de s'émanciper et d'aller ailleurs, quoi. Donc c'est une pièce antifasciste, financée, jouée devant des gens qui seront peut-être convaincus déjà. Elle change quoi au juste? Je crois que la question que je pose, c'est, j'espère, une critique de la gauche, une critique aussi du dogmatisme de gauche qu'on peut avoir. euh, voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière un drapeau? Qu'est-ce qu'il y a derrière un brassard? Qu'est-ce qu'il y a derrière une idée? Qu'est-ce qu'on répète? Quelle est la critique incessante, l'esprit critique incessant qu'on doit avoir sur tout, surtout, 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 et même parfois quand on fait des choses
parce que la communauté de destin, la communauté de destin est importante. Il faut faire partie de la communauté. Mais qu'est-ce qu'on garder une sorte de libre arbitre et d'avis critique des choses pourra toujours servir. Il y a toujours un moment donné où, quand les dogmes s'imposent, ils sont défaits par quelqu'un, par quelqu'un de plus fort. C'est comme ça. Donc, il faut savoir, je pense, remettre les choses en question. Et c'est une des choses que le stalinisme n'a pas su faire et que le Parti communiste n'a pas su faire non plus. Euh, voilà, et toute une partie et notamment une très bonne copine de Daniel Casanova qui s'appelle Marie-Claude Vaillant-Couturier, qui a survécu à la guerre. Ensuite, elle était donc elle a connu elle s'est fait 3 ans de camp de concentration en Allemagne. Euh, et d'autant qu'elle est très intéressante parce qu'elle était photographe et déjà en 1933, elle travaille pour le magazine Vue en Allemagne et elle prend les premières photos du camp de Dachau où à l'époque on met déjà les artistes communistes, les journalistes communistes et les politiques communistes en Allemagne. C'est comme ça qu'à partir de 1933, il y a déjà une vague d'intellectuels communistes qui Les arrivent en France. spartakistes, ouais, d'accord. Exactement. Et donc, elle prend ces photos de ce camp-là, qui sont ensuite publiées dans la revue Vue. Et ensuite, elle finit dans ces camps-là. Et quand elle sort, elle devient députée communiste. Elle n'en démord pas. Elle a du mal à se rendre compte que en Sibérie, c'est 20 millions de morts aussi. Donc, l'autocritique peut être parfois C'est le bilan. bon, après, la Oui. pauvre, elle a vraiment galéré. Enfin, voilà, je peux comprendre aussi qu'il y ait quelque chose aussi de l'ordre de l'humanité qui les broyait. Mmh. Mais du coup, je parle de ces femmes-là qui sont des vraies héroïnes, qui ont fait des choses incroyables, que ce soit en tant que juste résister, crier qu'elles n'étaient pas d'accord, faire des choses dangereuses, risquer la prison, la mort. Mmh. Euh, donc ce sont des femmes courageuses. La question du courage est très importante dans ce spectacle. Qu'est-ce qu'on fait par courage? Pourquoi? Pour quelles raisons? Euh, Ça, c'est sûr que c'est très très important. Mais en tout cas, c'est aussi une critique de... Parce que finalement, je me pose toujours cette question. Daniel Casanova, quand elle est enfermée à la prison de la santé, et son frère, qui à cette époque-là est haut fonctionnaire dans les colonies, arrive à la faire sortir de prison, enfin peut potentiellement la faire sortir de prison. Et elle refuse. Elle refuse, elle préfère rester avec ses copines qui vont toutes partir d'abord à Romainville, Mmh. qui est sous administration allemande, donc c'est-à-dire que son frère ne pourra plus l'aider, et ensuite les camps. Et en fait, elle refuse d'être transférée dans une prison française, elle veut rester avec ses copines. Pourquoi? On ne sait pas. Il y a quelque chose aussi de l'ordre de l'idée suicidaire, d'un héroïsme comme ça, suicidaire, alors que peut-être que si elle était sortie, elle aurait pu faire d'autres choses. Moi, j'estime que quand je vois la vie que ces femmes ont menée ensemble, elles ne pouvaient pas les abandonner. Il y a quelque chose de, d'autant que c'est elle qui les mène un peu là, hein, donc il y a quelque chose comme ça de profondément humain. Mais finalement, doit-on aussi se sacrifier complètement pour des idées? Ça, c'est quelque chose qu'on Mourir pour des idées, l'idée est mourir excellente. pour des idées. On va faire un petit pas de côté par rapport à la pièce et on va parler plus largement de théâtre. Je vais commencer avec, une question extrêmement large. Est-ce qu'on peut vivre sans théâtre? Oui, non, mais en vrai, on peut, hein. Bien que parfois le théâtre apparaît là où on ne s'y attend pas. Ne serait-ce que quand on a un petit enfant qu'on élève, on est obligé de faire du théâtre. On est obligé de faire un filtre théâtral pour lui apprendre la vie. Euh, quand on joue, quand on imite les copains, dans l'apprentissage, donc, alors après, est-ce que c'est du théâtre? Est-ce que c'est de la fiction? Est-ce que comment on appelle ça? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce filtre de raconter des histoires, il est essentiel. Je crois même que c'est ce qui nous différencie vraiment proprement de tout autre mammifère. C'est notre capacité à fictionnaliser le réel depuis que on crée des dolmens, des menhirs et qu'on fait de la peinture, qu'on met en scène, je dirais, des chasses et des, et des cérémonies sur des murs. Voilà, je crois que donc c'est ancré dans l'être humain, ça l'aide à avancer, ça l'aide aussi à, à, à spéculer un avenir et donc à imaginer un avenir et donc à imaginer une réalité. Donc je ne crois pas qu'on puisse vivre sans théâtre. Après, effectivement, ça veut dire que j'amène tout ça
j'élargis ça à l'art et à la culture. Le théâtre à proprement parler, il y a plein de gens qui survivent sans aller au théâtre de leur vie, mais je ne pense pas qu'ils puissent vivre sans fiction. Après, j'ose croire, alors là c'est vraiment je veux dire, c'est spéculatif là ce que je dis, c'est comme parier sur un bitcoin un peu foireux, mais j'ose croire que le format vidéo, qui est un format qui aujourd'hui est souillé d'intelligence artificielle, de tricherie, de montage, à la vidéo, on triche, on triche, on ment. On ment, on fait du clipping, on fait raconter n'importe quoi et ce qu'on veut à des images qui sont pourtant au proche du réel. Au théâtre, tricher, c'est plus compliqué. Voilà, je crois que l'instant présent, que des acteurs, un décor, un chant, enfin tout ce qui est sur scène, ou même en dehors de la scène, crée l'instant présent qu'on crée avec quelqu'un dans le public, et que ça procure de l'ennui, de la colère, de la frustration, du danger, voilà, l'ennui, je pense qu'il faut éviter parce que ça peut vite basculer sur du dégoût et sur du mais en tout cas, il faut aussi accepter que le théâtre amène cette forme de rage, de ne pas comprendre, de ne pas être d'accord et qu'il est bon d'expérimenter. Et ça, je crois que l'instant présent de la scène, c'est quelque chose qui ne peut pas être refait, même je pense par un beau film d'auteur, même je pense par un voilà, bien que voilà, une expérience cinématographique c'est aussi autre chose, hein, ça peut être très très fort. Mais le présent qu'on a avec les artistes qui le font sur l'instant, je crois que ça va devenir un bien rare qui, à mon avis, ne disparaîtra jamais. On entend tout le temps cette phrase, «Ah, il faut amener le théâtre à ces gens, il faut amener le théâtre à ces personnes», mais concrètement, est-ce qu'il manque quelque chose aux gens qui ne vont pas au théâtre et qu'est-ce qui leur manque? Euh, Moi, au théâtre, j'ai tout vécu. J'ai vraiment vécu des moments d'intenses émotions, tellement je me sentais en empathie avec ce qui se passait sur le plateau. J'ai parfois eu des résonances avec ma propre histoire où je peux trouver vraiment très impressionnant de voir comment un comédien avec une peluche et une épée peut nous faire croire à une troisième guerre mondiale. Mais vraiment, hein, le symbolisme réduit qu'on peut avoir au théâtre peut pratiquer à une force qui peut nous étonner. Après, c'est quelque chose qui demande, je pense, parfois une espèce d'habituation, d'expérience, voilà, et d'ouverture. Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que j'ai vu tellement de trucs nuls au théâtre, parce qu'il y en a beaucoup, hein. J'ai vu des trucs extraordinaires, mais j'ai vu beaucoup de trucs nuls au théâtre, que, qu'aujourd'hui, quand je vais au théâtre, je ne m'attends plus à rien. Donc, je suis dans une espèce d'ouverture où je me dis, bon, ben là, j'ai accepté de venir 1 heure et demie, parfois 5 heures, voir cette pièce. Je sais que je vais potentiellement m'ennuyer. Mais du coup, j'ai une espèce d'ouverture qui demande, je pense, parfois quelques mois, quelques années, quelques spectacles. Mais je pense qu'en soi, il peut toujours se passer et tirer quelque chose. Après, quand il y a de l'ennui, il y a de l'ennui. Moi, ça m'arrive de me casser, parce que des fois, ça marche pas. C'est comme ça. Bon, ça m'arrive aussi d'éteindre Netflix et de me casser du cinéma, hein. Voilà. Quand on défend un projet, le mot «art», il arrive quand? Au plateau ou dans le dossier de subvention? Jamais, jamais, je crois. C'est dur de se revendiquer de l'art, de la culture, de l'entertainment, Du du divertissement, ouais. divertissement. Merci, c'est mes années banquières qui reviennent. Euh, ça me, j'arrive pas moi avec ces plots-là à me diriger. Euh, J'y arrive pas. Est-ce que je fais de l'art? Je n'en sais rien. Il y a tout un tas de gens qui vont me considérer comme étant artiste, et puis il y a tout un tas d'artistes qui vont trouver que je suis plutôt un divertisseur. Il y a des trucs de culture que je trouve extrêmement importants parce que il faut essayer d'amener les gens à rencontrer ces choses-là. Et en même temps, des fois, ça me fait profondément chier de faire un bord plateau pour expliquer tout ce que j'ai mis 1 an
à essayer de créer de manière magique, bah, d'un coup, il faut décortiquer la magie pour expliquer les choses. Ça me fait un peu chier aussi. Je trouve que c'est intéressant de parler des œuvres d'art, mais je trouve que c'est aussi intéressant de dire aux gens: «Mais en fait, vous vous êtes pris ça dans la gueule et vous vous démerdez avec ça. Vous êtes pas content, eh beh, allez gueuler sur un repas de famille en disant: Ce Opeccini, je n'ai rien compris à son parti communiste, il est nul, c'est pas du tout ça». Ça me va, ça me va très bien. Le tout, c'est que ça provoque des choses. De toute façon, vous avez Heu, rien à dire, hein, sur comment les gens vont recevoir, Après, ça vous appartient plus, quoi. j'essaye quand même comment dire? Il me semble que mon métier, même s'il est de plus en plus dur, mon métier de metteur en scène ou de réalisateur et même d'auteur, il est quand même, avant tout d'être une sorte de lecteur ou de spectateur professionnel. C'est-à-dire de me dire: «Ce que je donne là, je pense que ça va être reçu de cette manière-là, donc derrière, en donnant ça, je ressens ça, donc je pense que le spectateur va ressentir ça, mais il faut aussi accepter que les choses nous échappent et que des fois, voilà, on se tape une mauvaise critique d'un journaliste qui a vu ce détail-là et que nous avait échappé et où on se dit: «Mais comment il peut parler de ça alors que tout le reste du spectacle parle de toute autre chose?» Et c'est ça qui voilà, il faut accepter que les choses nous échappent et c'est ça aussi qui est beau du coup, dans les échanges qu'on peut avoir ensuite avec le public, que je n'aime pas. Mmh. Est-ce qu'un spectacle a le droit de ne servir à rien? Parce Hem, que je vois quand même que dans tout ce que vous avez pu créer, il y a un parti pris, il y a même du militantisme. mmh, Alors je suis pas là pour dire si c'est bien ou pas, mais est-ce qu'on a le droit que ça ne serve à rien? mais est-ce que vouloir servir à rien, c'est pas une certaine forme de militantisme, de contre-militantisme? C'est ce que vous disiez un peu en introduction sur, d'un côté les parnassiens, de l'autre côté le théâtre populaire. Enfin voilà, est-ce que aller crier, sur une scène, «Oui, les fachos ceci, les, communistes cela», est-ce que ça a plus d'impact que, de voir, une jeune femme ou enfin ou une troupe de danseurs qui d'un coup s'amuse avec j'en sais rien, un voile bleu qui vole et qui nous amène dans l'espace. Est-ce que voilà, tout ça, je pense en tout cas qu'une œuvre, qu'elle soit artistique, culturelle ou de divertissement, une œuvre au sens de d'œuvrer, même si parfois elle est industrielle, elle s'inscrit dans son époque et il faut accepter qu'elle soulève des questions à la fois d'ordre éthique, d'ordre moral et d'ordre esthétique chez un public. Voilà, il me semble que c'est la poésie de ces valeurs-là qui surfent entre l'intellect et l'émotionnel qui nous relie et qui raconte quelque chose de notre histoire aujourd'hui. Un spectacle, est-ce que ça a le droit de diviser en salles? Est-ce que vous cherchez la division ou vous voulez unir les gens derrière, quelque chose? Moi, je crois que je suis plutôt quelqu'un qui veut unir, hem, mais ce n'est pas toujours possible. Donc je crois que oui, je cherche au moins à unir les gens dans la confrontation. Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire que je ne veux pas moi, j'ai toujours des personnages qui sont un peu problématiques, qui sont loin d'être parfaits. Le banquier qui faisait du burn-out, c'était un banquier qui avait un comportement problématique au travail, qui était raciste, homophobe, lui-même homo, enfin c'était du n'importe quoi. Et à la fin, du coup, il faisait un burn-out, il n'était pas du tout aligné. Et donc, j'avais besoin que ce personnage nous fasse rire au début de propos homophobes et soit capable de dire à la fin du spectacle, si vous avez ri pour ça, vous avez ri pour ça, c'est que vous n'êtes pas normal. Donc voilà, donc il y a des gens qui m'en ont voulu de traiter d'un connard comme ça. Bon, voilà, moi je crois qu'on a tous une lecture de l'œuvre. Parfois elle est plus critique, parfois elle est plus dans l'empathie. Donc je pense qu'il faut accepter de diviser. Euh, En revanche, j'essaye de faire en sorte quand même qu'on comprenne que mon propos à moi, auteur, il n'est pas, il est critique envers tout. En réalité, je critique tout, même la bien-pensance. Ça vous est arrivé un soir d'avoir une salle divisée? D'avoir une salle divisée, quand on a créé ce spectacle Être et avoir l'air qui était sur la culture corse en décidant de ne pas mettre de langue corse dedans, on a joué devant des gens qui ne comprenaient pas pourquoi on avait décidé de faire ça.
On en avait mis un peu, mais on expliquait que nous, on avait 30 ans et que, bah, grosso modo, le corse, on était obligé de l'apprendre maintenant et que ça ne nous empêchait pas d'être corse. Et que, heu et que voilà, on faisait il y avait tout un sketch sur on devait jouer à un jeu, de télé, un questions-réponses un peu Sapientogne et il fallait répondre en corse et on n'arrivait pas et on était hyper stressés voilà et ça a beaucoup divisé et d'ailleurs, c'était assez flagrant de voir à quel point c'était divisé par génération. C'est-à-dire que, il y avait vraiment une vision un peu âgée de la langue corse, c'est la Corse, ça si on ne parle pas corse, ça veut dire qu'on n'est pas un vrai corse et d'autres qui étaient un peu plus perdus comme moi et qui disaient: «Bah oui, mais on est quand même corse» et aujourd'hui on essaye de rattraper notre retard sur cette culture qui nous a été vraiment enlevée, et à l'école et moi à mes parents, hein, mes parents, viennent d'une génération où parler corse était mal vu. Donc ils me l'ont pas appris, ils le connaissaient pas. Moi, en plus, ils parlaient italien chez moi, donc après j'ai rattrapé le corse un peu facilement, mais que voilà, aujourd'hui, je suis sûr que moi qui ai 40 ans aujourd'hui, 43, les 20 ans, ceux qui ont 20 ans le connaissent mieux que moi et c'est beau de se dire que ça voilà, que ça revient. Est-ce que ça veut dire pour autant que je suis moins corse qu'eux? Non les gars, je suis désolé. Tout ça, c'est des gros partis pris, que ce soit, bah, l'homophobie, que ce soit le racisme et on voit que de plus en plus dans le monde de la culture, les partis pris coûtent cher. Comme je le disais tout à l'heure, 47 des collectivités françaises ont baissé leur budget, culture en un an. Chez vous, ça se traduit comment? Ça s'est ressenti? Un peu, oui, quand même, quand même. Le spectacle Main dans la main, par exemple, a eu un très gros succès à Paris. Tous les producteurs qui sont venus l'ont adoré et quand il a fallu ensuite Le produire? le produire, tout le monde m'a dit: «C'est un peu compliqué parce que en province, on n'achètera pas ce spectacle-là». Donc grosso modo, des producteurs m'ont dit: «Non, mais un spectacle LGBT, comme on fait notre pognon en province». À Paris, on fait peu d'argent même quand ça marche. Ça coûte cher un spectacle. Donc c'est vraiment sur les ventes que, bah, on m'a dit: «On fera jamais assez d'argent, personne n'achètera ce spectacle». Ça, je trouve que c'est un peu dur de se dire ça. Hem, Là, je dois avouer que je me pose quand même des questions sur un spectacle sur Daniel Casanova, militante, résistante, féministe, communiste. Donc aujourd'hui, on la met très clairement dans la catégorie wokiste. Voilà, Extrême c'est gauche. extrême gauche, wokiste, LFiste. Bah, je me dis, est-ce que aujourd'hui, voilà, une municipalité de droite va vouloir acheter ce spectacle-là, mettre ça en avant? Il faut espérer quand même que certaines municipalités, malgré le fait qu'elles tomberaient à droite, voire à l'extrême droite, laisseraient quand même la liberté d'expression, la liberté de création. Et donc, c'est pas normalement je dirais, à la mairie de décider qu'est-ce qu'on programme. Il y a un programmateur qui a une idée de ce qu'il veut faire passer à travers la salle qu'il dirige. Et donc, voilà, un programmateur sous une mairie de droite devrait être capable de programmer un spectacle de gauche. C'est un Parce qu'il y a de peu. plus en plus de déprogrammation, Il y a hein. des Vous dites ça pour déprogrammations. ça. Pas forcément en Corse, hein, mais Non, en Corse, c'est assez particulier la programmation. Mais moi, nous, en tout cas, là, depuis 10 ans de nationalisme à la tête de la région, euh, et quand on voit les mairies, donc la mairie de Bastia qui est nationaliste, la mairie de Porto Vecchio qui est passée nationaliste, la mairie d'Ajaccio qui n'a jamais été nationaliste, moi j'ai été programmé partout. Je suis en lien avec toutes les salles qui travaillent entre elles, elles font un travail de diffusion pour nous aider et pour faire venir des spectacles du continent le moins cher possible. Donc nous en Corse, je ne crois pas qu'on ait... Enfin moi on m'a jamais dit je ne te produis pas ce spectacle-là parce que ça parle pas des nations. Jamais. Euh, à droite, comme et j'ai pu le voir aussi, on a pu le voir dernièrement avec l'épisode Barbara Butch, voilà, l'opposition LFiste qui demande à retirer une programmation musicale pour cette histoire. Moi, je veux dire, elle a voté pour la loi Yadan. Moi, cette loi, je la déteste. C'est une loi qui met encore plus les gens dans l'obscurantisme en ce qui concerne l'antisémitisme et l'antisionisme. C'est pas pour autant qu'on va et qu'on sabote et qu'on jette des bouteilles et qu'on donc même si à gauche, on commence à travailler comme ça, je trouve qu'il y a un véritable problème. Donc ça, c'est voilà, ça, l'avenir nous le dira. En tout cas, la déprogrammation de Michalik, par exemple, est honteuse. Et puis après, il y a tout ce qu'on ne saura pas.
tout ce qui se passera au sein des mairies et des assemblées et qu'on ne connaîtra pas. Voilà, ça, on n'en saura jamais. Vous connaissez votre budget pour 2027? Pour 2027, non. On vient à peine de savoir celui de 2026. Euh, on est très très chanceux quand même encore, je dois le dire. La culture étant très politisée, le budget de la culture est rarement une variable d'ajustement, même si ça a été dur parfois. Euh, est-ce que ce fameux 1% de la culture au niveau national va tenir? Sachant que je trouve que c'est un peu problématique de se dire aussi qu'il n'y a que 1% qui sert, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. C'est tellement pour moi. Alors, je sais que ça ne doit pas représenter 100% du budget, mais ça doit représenter 100% de nos considérations. C'est la culture qu'on défend. C'est la culture je veux dire, quel est l'intérêt de vivre si c'est pour travailler, aller se coucher, dormir et ne pas voir un film, partir en voyage, profiter d'un bon resto. Tout ça, c'est la culture. Donc, bon, bref, Pour revenir sur l'instabilité des budgets, euh, est-ce qu'il faut couper, que ce soit les subventions ou les budgets, pour obtenir le silence, ou l'autocensure des artistes et des auteurs suffit? Euh, Moi, alors personnellement, moi je sais que il y a des fois où je me dis pourquoi est-ce que j'ai choisi Daniel Casanova là où on va aujourd'hui? J'aurais pu prendre n'importe quelle résistante qui n'était pas corse et qui n'était pas communiste. J'aurais fait un spectacle sur Lucie Aubrac. Voilà, ça aurait été génial. Sur Jeanne d'Arc, Alors Jeanne d'Arc, ouais. résistante. Jeanne d'Arc, je pense qu'on l'aurait vendu encore plus. Euh, voilà, après, j'ose croire que Daniel Casano, elle vient de chez moi, elle Sur m'appartient. Colombe, ouais, c'est pas, enfin, bon, bref. Ah ouais, mais Colombe, elle me fait un peu chier, Colombe. Hein. Ouais, ouais. Daniel Casanova, c'est une vraie féministe qui a de la consistance, quoi. Mm. Colombe, elle est énervée. Elle veut se venger. Daniel Casanova, elle n'est pas dans la vengeance. Elle est vraiment dans la création d'une société Dans le projet où les politique, femmes, ouais. exactement, c'est ce qui fait que, en termes de féminisme, on est à un haut niveau. Hein. Bien que ce soit une femme d'eux. C'est la femme du bras droit de Maurice Thorez. Elle a du mal à gérer ça, mais en tout cas, c'est une époque où les femmes sont dans la construction d'une société, d'un monde meilleur. Pour Colombe, elle est vénère, elle veut se venger. revenir à l'autocensure, Ouais, il y a beaucoup d'autocensure aujourd'hui où vraiment les sanctions tombent, il n'y a pas de budget, il n'y a pas de financement, il y a pas de diffusion en province. La province dégueulasse, ce mot, j'aime pas autocensure. dire ça, en région. Est-ce qu'il y a des sujets? Je dirais que oui, mais c'est un peu. C'est comme on pourrait dire, il y a des sujets à la mode. Voilà. Hmm. Euh, Alors, c'est l'histoire d'amour d'un Israélien et d'une Palestinienne. oui, mais en même temps, ça existe. Il faut le raconter aussi. Bon. Là, on a toute une flopée ce qui a été très à la mode. C'est horrible de dire ça parce que en ce moment, c'est aussi beaucoup les violences faites aux femmes, l'inceste. On en voit à toutes les sauces. Aussi, mais c'est aussi un besoin. On a besoin d'en parler maintenant parce que ça se révèle aujourd'hui. Et on n'a pas avancé en 30 ans. Non, mais le problème, Donc, c'est pas qu'on en parle, c'est comment on en parle aussi. voilà. Alors, du coup, après, en termes d'autocensure, je pense qu'il y a des sujets aujourd'hui qui sont difficiles. Mais en même temps, si on se démerde bien, ces sujets dont on pourrait croire qu'ils sont de l'autocensure peuvent d'un coup aussi être l'inverse, faire le buzz, je dirais. Quand on est Euh, assez subversif. Quand on est assez subversif, peut-être quand on arrive à apporter un point de vue nouveau Mhm. ou une forme nouvelle pour traiter le sujet. Tout est possible. Voilà. Un exemple. J'en sais rien. Sur Daniel Casanova, des fois, je me demande pourquoi un nouveau spectacle sur la résistance. Il y en a un milliard de spectacles sur la résistance. Je me dis que j'ose dire des fois que Daniel Casanova, c'est à la fois un combat politique, mais c'est aussi un peu Sex in the Vichy. Ça me fait un peu rire parce que c'est vraiment les copines qui ont des amoureux, qui se trompent, qui se prennent les copains des uns et des autres, qui se posent aussi la question de comment être belle, comment être une vraie femme pour l'amour, pour l'enfant, pour comment s'habiller, donc le quotidien de femmes et en même temps qui ont des problématiques très très actuelles et qui ont l'air d'être des problématiques de temps de paix existent réellement au moment en terrain occupé. Et même avant ça, même dans les années 30. Donc j'ai l'impression que c'est un peu ça aussi qui est,
qui est porteur, quoi, qui est différent de ce qu'on peut voir dans d'autres, je dirais, dans d'autres parcours de résistants et de résistantes. Pour revenir sur le monde de l'art et plus particulièrement sur le monde de l'art en Corse, sur l'île, le milieu du théâtre tient grosso modo dans une salle. Comment on empêche une île de devenir un club? Un club, vous voulez dire un club du théâtre vous savez, alors, on n'est pas si nombreux et en réalité, on est assez nombreux. On fait tous des choses très différentes. Alors, moi, je vais vous dire un truc. Si on était tout le temps plus nombreux, ce serait génial, hein. C'est pas, voilà, je préférerais qu'il y ait plus de compagnies que de ronds-points en Corse, hein, mais voilà, C'est pas le même budget. ouais, ça dépend, ça dépend des compagnies. Euh, je crois pas qu'on est. D'ailleurs, on essaye tout le temps de faire des fédérations et on se rend compte à quel point on est différent et on a des besoins différents. Je crois qu'on a tous nos sensibilités qui sont assez différentes. Euh, on a vraiment des compagnies qui adaptent en langue corse des grands auteurs classiques. On voit ça avec le Théâtrine, on voit ça avec Théâtre et Europe, on voit ça avec Jean-Pierre Lanfranc qui aussi. On a des jeunes là aujourd'hui qui écrivent et en français et en langue corse, qui racontent des problématiques qui reviennent aussi sur le devant de la scène, hein. La Corse des années 90 revient sur le devant de la scène des années 2000. Et oui, mais c'est parce que ça fait écho à quelque chose. On a des formes qui sont très très différentes. On a du corse, on a du français, on a des. Donc, on peut être un club parce qu'on est dans la même galère en termes de logistique et de finances, mais en réalité, on a tous des choses assez différentes à raconter. Qui décide concrètement qu'un projet est bon en Corse aujourd'hui? Me dites pas le public. Ben, je crois quand même le public a sa place. Non, non, mais vraiment parce Mais le que public, c'est l'étape finale. oui, mais je crois qu'aujourd'hui, il y a des compagnies. Moi, j'ai l'impression que si je fonctionne, vu les projets très différents que j'ai montés à chaque fois, si j'ai la chance d'être programmé par toutes les salles, quasiment toutes les salles de Corse, c'est que j'ai toujours trouvé le public. Voilà. J'ai cette chance de remplir l'espace diamant, de remplir l'Albo, quels que soient les sujets. Alors après, il y a des périodes qui sont plus difficiles parfois, mais en tout cas, le public est là et je sais que j'ai pu fidéliser le public par une sorte d'envie de créer des spectacles à la fois exigeants et populaires. Voilà. Qui sont drôles, qui sont pleins d'émotions, qui sont tout le temps drôles et tout le temps tragiques. Donc je crois que c'est mon parti pris de garder toujours cette espèce de dose de divertissement pour faire passer des messages que je veux. Voilà, après, il y a des formes qui sont parfois un petit peu plus compliquées, qui ont du mal à trouver leur public parce que l'ennui arrive plus vite, la non-compréhension arrive plus vite. C'est des formes plus exigeantes. Donc, alors après, est-ce que ces créateurs-là doivent se remettre en question pour trouver plus de public? Est-ce que, au contraire, les salles pensent que, bah non, ce sont des formes exigeantes, donc c'est bien que des gens voient ça, c'est bien que des scolaires voient ça. Donc, je garde quand même ce créateur-là pour ça. Après, c'est des problématiques de politique de salle. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la plupart du temps, si on n'a pas 3 salles qui nous suivent, la collectivité ne suivra pas. Donc, c'est quand même les programmateurs qui, en fonction des retours du public, font la pluie et le beau temps des compagnies, quoi. Voilà. Moi, Daniel Casanova, qui a un projet très ambitieux, ça fait 3 ans que je bassine tous les programmateurs en leur disant, je vais vous demander beaucoup d'argent pour ce projet-là. Donc, ils me suivent depuis longtemps. J'ai monté ce projet-là avec eux, en discutant avec eux aussi. J'ai fait déjà j'ai fait tout un parcours avec des scolaires du lycée de Porto Vecchio, avec des premières années qui sont en LEA, langue, littérature, non, je sais plus. Non, LEA, c'est langue étrangère. Non, ils sont en langue, littérature et humanité et politique, un truc comme ça. Ce sont des jeunes qui veulent faire Sciences Po, grosso modo. Je les ai vus une dizaine de fois cette année. On a créé entre eux, avec eux. Pas du tout situé, hein, Sciences Po, encore une fois. Pas du tout situé comme sociologie. Mais... Non, mais ben, ce sont quand même des jeunes qui viennent de parcours assez différents. Dans ce que j'ai vu, euh, on a vraiment plusieurs profils. Est-ce qu'ils iront tous à Sciences Po? On verra bien. En tout cas, ce sont des jeunes qui sont ouverts sur le monde. Quand on a travaillé sur Daniel Casanova, ils se sont beaucoup documentés et on a travaillé sur la politique des années 30 et tout. Et donc, voilà, ça se fait en partenariat quand même, le théâtre, hein. Le théâtre, c'est des partenariats avec des salles, des producteurs, des diffuseurs. Si on n'a pas ça, bah, tu peux faire le plus beau texte du monde dans ta salle de bain.
Vous parliez du public, il me semble que les chiffres là récemment sur, la fréquentation du théâtre, c'est 7 d'ouvriers, 16 de cadres. Qui a fabriqué l'idée que le théâtre, c'est pas pour nous ou c'est pour une classe, bien particulière? Hem, je pense il y a eu à un moment donné je dis ça sans connaître, donc c'est un peu particulier. C'est vraiment une sensation de l'intérieur, mais il y a eu, je crois à un moment donné, il y a eu l'âge d'or des subventions, où on pouvait se permettre de créer des choses qui ne touchaient pas forcément tous les publics. Donc je crois qu'il y a eu des formes qui nous ont vraiment échappé, qui ont échappé, qui n'ont pas trouvé leur public, mais qui ont été soutenues à un moment donné par tout un réseau très politique de scène nationale. Ça, c'est quelque chose qu'on voit pas trop en Corse, hein. En Corse, je trouve que c'est vraiment un réseau de proximité. Moi, les gens qui viennent voir mes spectacles, je les rencontre ensuite dans Bastia, dans Ajaccio, on en parle, ils viennent me parler, on en parle beaucoup. Ils me demandent c'est quoi ma prochaine création. Ils suivent, quoi. Il y a un truc, je suis directement en rapport avec mon public. Mais quand on parle vraiment d'un théâtre, je dirais un petit peu plus, qui a basculé dans un théâtre un petit peu plus élitiste, c'est ce qui est dénoncé aujourd'hui encore au Festival d'Avignon. Là, j'y étais il y a 4 jours. On se plaint que les subventions baissent, mais ce qu'on ne dit pas, c'est que les subventions baissent principalement pour les petits et un peu moins pour les gros. Et donc, c'est vrai qu'il y a la mainmise de très grosses structures qui se coproduisent entre eux, qui est d'ailleurs un problème avec la Corse, c'est qu'on n'a pas cette structure-là qui nous permettrait aussi de nous coproduire avec des structures plus grosses et qui permettrait de faire des spectacles plus ambitieux et qui permettrait de diffuser encore plus. Vous êtes en train de dire qu'il y a pas de cooptation en Corse? Il y a pas en tout cas, il y a eu c'est ce que vous parliez tout à l'heure quand vous parliez de club, c'est là que le club s'est formé. C'est-à-dire qu'il y a eu cette peur, mais peut-être à juste titre, de se faire un petit peu spolier du financement pour des choses qui allaient nous échapper. Voilà. Alors après ça dépend toujours où est-ce qu'on se situe, à quelle époque et et dans quel théâtre et dans quelle manière on a de se diffuser. Parce que, quand on prend la compagnie Nénéka, la compagnie François Orsogne, c'est une compagnie qui a réussi ou même, la compagnie, La Fabrique Théâtre, le théâtre, de Catherine Gradiani à Bastia, qui avait un lieu, mais qui avait aussi une structure qui arrivait à travailler avec des scènes nationales, avec des scènes sur le continent. Et là, ça diffusait beaucoup, quoi. Bon, aujourd'hui, il y a moins cet argent-là. Ce réseau-là, la Corse en est un peu éjectée puisqu'elle ne fait pas partie des coproducteurs. Et je pense qu'à un moment donné, il y a beaucoup de spectacles qui se sont faits et qui ont complètement décroché de, de ce dont on parle aux gens, quoi. Voilà, c'est quoi le problème qui est l'inverse du théâtre des années 30, des années 40, du théâtre russe. C'est vraiment le théâtre pour le peuple, avec le peuple. Alors, c'est quelque chose que Robin Renucci a fait beaucoup partie de ça, le théâtre populaire. Quand on voit la troupe du NTP, d'ailleurs, ils font des classiques dans des endroits toujours plus reculés pour toucher un maximum de gens. J'ai Mais plus les chiffres sur le théâtre dans le rural, mais enfin, c'est catastrophique. oui, c'est très dur, c'est très très dur. Après, les places, le théâtre, on a toujours l'impression qu'on s'y ennuie, on a toujours l'impression que c'est cher. C'est pas toujours le cas. Heu et quand on force des scolaires à aller voir des spectacles minables, un gamin de troisième à qu'on va mon J'ai à pas voulu qui rebondir tout à l'heure, mais ils ont bon dos les scolaires hein, quand même. Hein, mais mais... non, mais des fois, mais moi, je sais que j'ai l'impression que j'ai des scolaires qui m'ont vraiment même envoyé des messages parce que du coup sur Instagram et qui m'ont dit que vraiment ils avaient été touchés. Mais pourquoi? Parce que je parle d'homophobie, parce que je parle de rencontres sur les réseaux sociaux. Quand on leur montre un spectacle, même quand on leur montre Les Femmes Savantes, quand on leur montre un spectacle, c'est du théâtre classique. Aujourd'hui, je suis désolé, ça ne répond pas. On peut trouver des similitudes. Quand on parle des femmes savantes, effectivement, la place de la femme, on pourra toujours trouver des similitudes avec les revendications des femmes aujourd'hui. Mais on n'est pas en train de traiter des vrais problèmes de la femme dans les femmes savantes que si on fait un projet sur le féminicide ou sur l'inceste ou sur le viol ou sur voilà. Et aujourd'hui, nos jeunes filles d'aujourd'hui, elles ont besoin de savoir dans quoi elles vont grandir. Donc, je ne dis pas que le théâtre classique est quelque chose qui ne doit pas exister en milieu scolaire. Je dis juste qu'il existe des formes aujourd'hui qui sont beaucoup plus actuelles, qui peuvent donner aux jeunes l'envie d'aller au théâtre et un jour de se rendre compte de ce que c'est que le théâtre classique.
Voilà, je le vois vraiment comme ça. Surtout dans des milieux ruraux où parfois, bah, la culture arrive vraiment plutôt par la fenêtre pop, je dirais, que dans des grandes villes ou quand on a des parents qui nous ont Avec le habitués à aller au cathédrale théâtre. Bon voilà, bon là après on peut rester encore une heure sur la lutte des classes, Bourdieu. Enfin voilà, Mmh. on en revient toujours à ça, mais pour moi c'est vrai. Moi, j'ai beau ne pas être allé au théâtre, la première pièce de théâtre que j'ai vue dans ma vie, bon, déjà, c'était à la télé, ça m'a gonflé, hein, Louis de Funès qui fait l'avare, j'ai trouvé ça horrible, ça me faisait chier. Ensuite, j'ai vu un Marivaux au théâtre de la Cité à Toulouse. Je m'étais emmerdé, ça m'avait fait chier. Je suis arrivé au théâtre ensuite par des scènes contemporaines, par en plus l'exercice de ça, c'est-à-dire vraiment jouer, utiliser son corps, utiliser sa voix, utiliser ses émotions, ses points de vue. Et ensuite seulement, je me suis rendu compte à quel point Shakespeare, Molière étaient extraordinaires. Un Racine peut être extraordinaire. Mais voilà, je rêverais de monter Britannicus. Mais aujourd'hui, monter un Britannicus, qu'est-ce que ça Et pas raconte de notre vie? Macbeth. Je rêverais de monter Othello. Othello, en plus, bon voilà, ce sera un Othello slash Sampierre, puisque voilà, c'est la même histoire. Mais aujourd'hui, je me dis, je peux pas laisser Desdemone mourir comme une connasse et se laisser étrangler par un connard de Nassio Corse qui se prend pour voilà. Donc, ce serait une adaptation de Othello slash Sampierre ou slash Desdemone appelle les flics et Sampierre ou va en prison comme tout le monde, enfin comme tout le monde, comme n'importe quel Mais connard, non, voilà. il ne va pas en prison, comme tout le monde. Il y ira, il y ira. Il aura. Après, si Sampire est vraiment très connu, il aura peut-être juste un bracelet électronique. Est-ce qu'un artiste qui monte sur scène devient intouchable? Intouchable, bah, surtout pas. Surtout pas intouchable. Euh, alors, comment on touche les choses? C'est ça, en fait. C'est-à-dire que pour moi, l'intégrité physique et psychologique de la personne, de l'humain, ne doit pas être attaquée. Son art doit être attaqué. Et comment dire, surtout les propos qu'il raconte et tout ça doit amener de la critique. En revanche, je dois avouer il y a des trucs de base que moi je perçois comme étant quand tu fais ce genre de choses, tu fermes ta gueule. En fait, Patrick Bruel, on veut pas te voir. Tant qu'il n'y a pas un jugement qui dit tu es innocent, on veut plus voir cette personne-là. Je ne peux plus écouter Bertrand Cantat. Je ne peux plus. Dieu sait que j'étais fan de Noir Désir. Ça a tellement, ma jeunesse a été portée par ça. Aujourd'hui, je ne peux plus. Je ne peux plus. Ce sont des assassins qui ont commis des erreurs, qui n'ont plus droit à la parole. Et le pianiste? Comment? Et le pianiste? Le pianiste. Le film? Et Roman Polanski, qu'est-ce qu'on fait? Ah, c'est très compliqué, Roman Polanski, parce que je suis très fan de ses films. Lui, il a été condamné, hein. Il a été condamné. Il n'y a que la France qui lui offre un petit coin de répit. Il a fait des films merveilleux dans lesquels il n'apparaît pas lui-même. Sa propre personne n'apparaissant pas. Il y a pas si longtemps, j'ai revu. Mince, comment s'appelle L'affaire ce film? Dreyfus? Hein? L'affaire Dreyfus? Non, j'ai revu. J'aurais dû. Non, Rosemary Baby. Ah oui, Rosemary's oui. Baby. Et c'est quand même. Il y a quand même des. Voilà, il y a quand même des choses. Il y a quand même du génie derrière. En revanche, j'ai beaucoup de mal. Ça a gâché le truc. Écoutez, Michael Jackson, je peux plus non plus. Il y a plein de choses comme ça Il où n'a pas été condamné, il Michael n'a pas Jackson. été condamné, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de témoignages étranges. Voilà. En revanche, c'est vrai que euh, est-ce qu'on doit dans les années 30, on a donné la parole. On a publié des antisémites. Aujourd'hui encore, Louis-Ferdinand Céline reste d'une des plus belles plumes. Je veux dire, il n'y a pas longtemps, au festival Lectos, il y a eu une lecture de Voyage au bout de la nuit. C'est sublime. C'est sublime quand on écoute. Bon, alors c'était toute la première partie sur quand il part à New York, tout ça, machin et tout. Et c'était bon. Après, voilà, c'était mis en scène et l'interprétation était géniale aussi. Mais voilà, donc doit-on sacrifier? Je crois que c'est du cas par cas et je crois que chacun doit se faire sa propre recette. Voilà. Est-ce que c'est légitime de boycotter un artiste? Ça doit pouvoir être légitime. Je pense que ça peut l'être. Euh, En revanche,
Hem, Boycotter, ce n'est pas agresser une personne et un artiste qui est sur scène. Hem Et puis, il faut se méfier aussi de qu'est-ce qu'on boycotte exactement. C'est-à-dire que euh, est-ce qu'on boycotte une idée qu'on doit combattre? Et donc, du coup, le boycott, ça ne sert qu'à la mettre de côté et cette idée ressortira de quelque part. Il y a d'autres manières de combattre ces idées. Voilà, quand on parle justement de Barbara Butch, je comprends qu'on n'ait pas envie d'avoir quelqu'un qui ait signé cette loi que moi je trouve horrible et qui met encore de la confusion partout, là où on essaye de mettre de la clarté. Donc la loi Yadan, hein, qui confondait en gros, dès qu'on avait des propos antisionistes, on était Antisioniste, antisémite. voilà. Voilà. Donc, alors que justement, bon, même si moi j'ai toujours un peu du mal avec qu'est-ce que c'est réellement aujourd'hui la valeur de l'antisionisme, maintenant que l'État existe, c'est plutôt une critique du sionisme, être antisioniste. Bon, bref, rentrons pas dans ça, sinon c'est reparti pour une heure. Mais en tout cas, l'appel au boycott, LFI qui va devant le concert, qui informe les gens de qui elle est vraiment, mais même avant Alors, il le n'y a pas concert, qu'LFI, hein, il y a la CGT, il y a, il y a voilà, d'autres organismes, hein. voilà, il y a de manière générale les pro-palestiniens, beaucoup de pro-palestiniens qui étaient contre ça. En revanche, venir avec un masque chirurgical pour cacher son visage, commencer à jeter des trucs, les insultes pendant un concert. Il y a des gens qui voulaient venir voir ce concert. Il y a des gens au milieu qui étaient peut-être sionistes, peut-être et qui peut-être aussi sont en dehors de ces préoccupations-là à un moment donné où ils veulent juste danser. C'est bien de les tenir au courant. C'est plus dur, je trouve, de les mettre en danger. Voilà. Après, on peut dire que le danger est relatif, que effectivement Barbara Bush n'est pas sous les mêmes bombes que les Palestiniens. Bon, ben oui, on est en France. Son engagement, il est euh, dans la culture. Il n'est pas dans la protection d'un peuple et d'un territoire. Donc moi, je suis profondément contre ça parce que demain, j'ai pas moi-même envie de me prendre des bouteilles ou de me faire boycotter parce que je veux faire un spectacle sur les communistes dans une ville qui est tombée à l'extrême droite et où j'aurais un programmateur qui dirait ben non, je veux que vous veniez jouer parce que justement, ben, on est dans une ville qui est au RN, une partie de cette ville n'est pas forcément du RN, donc une partie de cette ville va venir voir ce spectacle-là, peut-être même que des gens qui votent RN vont vouloir savoir quelle est votre critique de communiste. Ben, j'ai pas envie que des gens masqués viennent jeter des bouteilles sur mes acteurs. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est du boycott, c'est de la censure et c'est des agressions. Et ça, je suis profondément contre. Par contre, qu'il y ait des gens qui viennent et qui préviennent les gens en disant attention, ce monsieur est un facho parce qu'il défend les communistes, je serais moi capable d'aller dire oui, parce que c'est un peu ça. Aujourd'hui, les antifascistes sont les nouveaux fascistes, cher Jean. Oui, 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 oui. Non, 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 mais j'essayais, je me demandais si c'était un lapsus ou si Non, c'était non, 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 volontaire. C'est c'était pour ça très, que je très réfléchissais. volontaire. Pardon. Aujourd'hui, Oui, parce qu'on voit l'antifascisme pas ma est-il le tête, c'est nouveau pour ça. fascisme? C'était déjà à l'époque, dans les années 30, qu'on se posait cette question. C'est quoi, c'est le Euh, film d'Ettore Scola Ma que ce n'est pas moi qui suis antifasciste, c'est les fascistes qui sont anti-locataires du cinquième. Voilà, voilà, mais bon, bref. mais du On coup, m'excusera cet accent. c'est pas raciste, c'est pas fasciste, C'est c'est très bien. italien, j'ai le droit. Mais je serais, je pense, capable d'ouvrir cette discussion-là. Ouvrir la discussion, j'en suis capable, c'est mon métier. Par contre, me prendre des tessons de bouteille et être déprogrammé, ce ne serait pas normal. Mhm, c'est vrai. Oui, il y a aujourd'hui tout un tas de. Est-ce que ce sont des bouteilles en plastique, en verre, du liquide? Bon, voilà, tout ce truc autour de Barbara Butch cristallise énormément de choses. Voilà, on cristallise, on mélange l'antisémitisme, l'antisionisme, notre rapport non pas que à la démocratie, mais au fonctionnement de l'outil démocratique et au parlementarisme qui se situe au niveau d'une commune. Voilà, il y a une programmation qui a été votée en conseil municipal. Bon, ben, l'opposition est contre. Elle veut prévenir, appeler au boycott. Mais moi je suis en plus vraiment, c'est plutôt des copains les LFistes. Moi, je veux dire, je me positionne vraiment plus du côté de leurs idées, mais certainement pas du côté de leurs méthodes.
Voilà. Je veux voter pour des idées et non pas pour un endroit où mes idées sont ensuite utilisées pour de la violence et contre ce que j'ai envie de défendre. Si demain il y a une salle en colère qui interrompt une de vos pièces, vous appelez ça comment? Interrompt pourquoi? Interrompt pourquoi? Est-ce qu'on interrompt ma pièce parce que dans ma pièce, j'ai des personnes, et ça c'est le cas pour Daniel Casanova, je mélange les LGBT, les juifs, les gens de gauche et de droite. Je pense qu'on va rigoler. On va rigoler pendant la création. Mais c'est le but aussi, hein, voilà. Est-ce qu'on m'embête pour attaquer des gens par leur identité? Ce qui a pu, je pense, être le cas pour Barbara Butch. Ou est-ce que c'est pour. Mais tu n'étais pas. Enfin, on n'était pas sur place. On n'était pas sur place. Il y a des gens masqués qui lui ont tiré des trucs qui ne veulent pas, qui ne veulent pas se montrer. C'est lâche. Pourquoi ils font ça? Ou est-ce que c'est. On arrête ce spectacle pour euh, définir qu'est-ce que je défends et qu'est-ce que pour lesquels les choses pour lesquelles contre lesquelles je me bats. Je préférais qu'on attende la fin du spectacle, parce que des fois, en plein milieu du spectacle, j'annonce des idées, à la fin du spectacle, je les détruis. Donc, je préfère qu'on fasse un bord plateau à la fin du spectacle et qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec moi. On arrête le spectacle, après, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais pas avec de la violence. Je veux que personne n'aille à l'hôpital. C'est un combat d'idées. Bon, on revient sur le coût des engagements justement, qu'ils soient boycottés ou non. Vous, vous avez travaillé sur, 2 hommes, créé, pas travaillé, c'est peut-être un peu 2 hommes qui s'aiment, jouer devant des salles de village, ça vous a coûté quoi? Non, mais alors, ça, ce spectacle, ça a été un truc de fou. Parce que vraiment, quand j'ai écrit ce spectacle, je me suis dit, même les comédiens me Rappelez le nom disaient, du spectacle? donc ça s'appelait Main dans la main. Le pitch est, c'est l'histoire d'un homme qui est corse, qui C'est a la l'histoire d'un mec. quarantaine, mais ce n'est pas l'histoire d'un mec qui rencontre une femme pour une fois, comme disait Truffaut. Non, non, c'est l'histoire d'un homme qui tombe amoureux d'un jeune homme à Paris et qui du coup quitte la Corse pour aller vivre sa vie amoureuse à Paris, mais il se rend compte que c'est impossible de vivre pleinement une vie amoureuse en se coupant de la Corse. Donc du coup, il revient, il essaye de faire son coming out, il y arrive comme il peut, et voilà. Et donc, c'est une comédie, c'est une histoire de couple. Ça raconte aussi beaucoup que, voilà, l'homophobie n'est pas forcément là où on l'attend. Voilà, il y a de l'homophobie en Corse, pas plus qu'ailleurs, parfois plus qu'ailleurs. La famille est parfois plus compréhensive ou pas. Enfin voilà, faut découvrir ce spectacle. Quand on a joué la première à Bastia, on s'est dit la veille, on s'est dit, mais on va se prendre des tomates. J'espère que les gens vont pas nous mettre des tomates. Voilà, vraiment, on avait vraiment très très peur. Et on apprend le matin qu'on est complet, qu'il y a une liste d'attente. Moi, des gens me disent, il y a plus de place, il y a peu de place, tu peux m'en avoir. Même nous, on n'en avait plus. Bref, et malgré le fait qu'on annonçait que c'était complet, on a refusé une cinquantaine de personnes à l'entrée. Donc je me suis dit, c'est complètement fou. Et à la fin du spectacle, assez vite dans le spectacle, je me suis dit, ah, c'est quand même des copains parce qu'ils rigolaient aux endroits où j'avais prévu. L'émotion avait atteint son but, j'avais pas trop raté un petit peu ce que j'avais prévu. Et à la fin, les gens se sont levés, on s'est pris une vague d'émotions. Les deux comédiens qui pourtant ont fait beaucoup de scènes et beaucoup de films m'ont dit, c'est la plus belle salle devant laquelle ils ont joué, ils n'ont jamais pris une émotion pareille dans la tête. Ça, c'est Bastia. C'est le À, bastion du wokisme. à, à Non, je plaisante, Ajaccio, je plaisante, je à plaisante. Ajaccio, on avait qu'une seule date. Alors c'était dans une petite salle, c'était à la dire, mais on a dû en reprogrammer d'autres parce qu'on a refusé trop de monde. On a joué à Porto Vecchio, on a joué à Cargese, on a eu du monde partout. On a joué dans des villages où on a on a une mamie qui est venue nous voir en nous disant qu'est-ce que j'aurais aimé voir ce spectacle avant. Je comprends mieux ce qu'a vécu mon petit-fils. On a fédéré vraiment de partout. Quand on a joué à Paris, ça a été, on a eu beaucoup de monde, on a touché beaucoup de monde, mais on sentait qu'on n'était pas complètement à jour. Je dirais, il y a un journaliste têtu qui a détesté en me disant que j'étais vraiment pas du tout à jour sur les Les problématiques problématiques de LGBT. la Et, communauté.
Bon alors, Oh là là, ces c'est homos de province, c'était un peu ça. Bon, mais en même temps, j'arrivais à comprendre ce qu'il disait. Mais c'était ce que je disais tout à l'heure sur, quand je c'était un il y avait c'est parce que les personnages n'étaient pas à jour eux-mêmes et au fur et à sur quoi, mesure, par exemple? il y avait beaucoup de blagues de cul, il y avait du body shaming. Le Corse avait quand même aussi beaucoup d'a priori sur la culture LGBT. Il faisait face aussi à une homophobie, comment on dit, internée, enfin une homophobie. Oui, Ouais, c'est ça, une propre homophobie envers lui-même. Donc il y avait comme ça beaucoup de maladresse, mais je voulais que les personnages s'ouvrent au fur et à mesure. Bon, donc mais il m'a dit: «Je vais faire venir une autre journaliste qui, elle, va beaucoup aimer et qui nous a fait un papier sublime, qui a compris comment c'est problématique» et puis en plus, ça se passe à Paris, mais ce sont tous les 2 des provinciaux, les personnages. Donc c'est vrai que le milieu LGBT parisien est parfois, oui, plus en avance, plus pointu sur des problématiques qui parfois ne touchent pas encore les problématiques de, des LGBT de province, qui sont les mêmes toujours depuis 30 ans, c'est-à-dire oser s'affirmer, point. C'est juste là en fait. Et faire déjà cette étape-là, encore aujourd'hui, ça devient difficile. Et je dirais même plus, j'avais l'impression que jusqu'en 2012-2013, on allait vers du mieux. Là, j'ai l'impression que depuis une quinzaine d'années, ça redevient difficile, et notamment en Corse. Est-ce qu'il y a eu, bon, vous l'avez dit, vous aviez été agréablement surpris par les réactions. Est-ce que dans la salle, il y a eu une réaction à laquelle, vous vous attendiez pas et qui vous a interpellé? Dans la salle, non. Mais plutôt beaucoup de beaux, parce que c'est un spectacle j'ai eu beaucoup de messages. Les gens m'ont envoyé beaucoup de messages sur Instagram, sur les réseaux sociaux, que ce soit à Paris ou que ce soit en jouant en Corse. Beaucoup, 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 beaucoup m'ont dit à quel point ils auraient aimé voir ce spectacle quand ils avaient 15 ans. De se rendre compte que quand on avait 15 ans, on pouvait espérer que plus tard, la vraie vie arriverait. Beaucoup de parents qui m'ont dit, oui, je comprends comment même moi j'ai pu être fermé alors que je me croyais ouvert. Et beaucoup de femmes aussi qui m'ont envoyé des messages en disant, c'est fou, mis à part ces histoires d'agression par le monde extérieur, les homos ont vraiment les mêmes problématiques de couple que les hétéros, quoi. Et ça avait l'air d'être une découverte. Avec aussi parfois ces comparaisons un peu maladroites dans le couple qui est l'homme et qui est la femme. Je parle pas du niveau sexuel, je parle vraiment au niveau des tâches ménagères, du pouvoir économique, du pouvoir logistique, parce qu'il y en avait un qui était artiste, un qui avait du pognon, puis après ça s'inversait. Bon voilà, il y avait un truc un peu intéressant. Et en réalité, c'est un projet aussi qui a été développé sous forme de série. Et notamment, c'est assez dingue ce qu'on m'a dit au festival Sérimania, par exemple, on m'a dit, en France, ils sont pas prêts à faire des séries LGBT. Tous les pays du monde font leurs séries LGBT. Donc, faites un Corse qui arrive à New York ou qui arrive à Madrid, plutôt qu'un Corse qui arrive à Paris, parce que vous ne ferez jamais cette série. Et pourtant, quand j'ai développé cette série avec d'autres scénaristes, on en est quand même arrivé à la conclusion que ce couple atypique entre deux hommes était clairement une lentille à travers. Il était très très intéressant de regarder les fonctionnements d'un couple tout court. Et donc du coup, c'était comme la question de l'homme et la femme ne se pose pas, curieusement, elle se pose toujours à chaque fois. Et donc, tous les couples, même hétéros, qui sont venus voir ce spectacle, disaient ah, ça c'est toi, ah, ça c'est toi. Alors qu'en fait, on parlait de deux hommes. Donc, en vrai, voilà, j'en reviendrai au message que donne toujours Barbara Butch, qui est un peu bateau. Mais il y a un moment donné, il y a un truc très important dans chaque spectacle que je crée, au-delà de la politique, je parle toujours d'amour. Toujours, 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 toujours. S'il n'y a pas un endroit, si le personnage, et même quand je dirige les acteurs, je leur dis toujours où est l'amour pour ce personnage, il le situe où, où est-ce qu'il le met. Il y a que comme ça qu'à un moment donné, on arrive à trouver comment les personnages avancent. Les personnages qui ne défendent rien par amour se perdent, meurent, se détruisent. Et donc tout parle de ça. Bah, c'est la fin de cet Ah entretien, bah voilà, on finit en parlant d'amour, c'est quand même Alexandre beau. Pecini. Justement, hein, le dernier mot, c'est celui de l'amour. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé dire et que vous n'avez pas dit ou que vous aimeriez dire maintenant? Aller au théâtre.
Très bien. Bah, ce sera le mot, hein. On se retrouvera au théâtre, que ce soit à Bastia ou à Ajaccio ou ailleurs, Ah hein, bah, oui, bah, alors pour le coup, je fais un dans peu le ma promo. rural où on a le temps Voilà. de encore organiser des représentations grâce à des petits festivals qui Ouais, s'organisent, ouais, qui se ouais. démènent tant bien que mal, même si parfois les subventions baissent. Il y en a quand même et donc du coup, Daniel Casanova, je vous invite à C'est quand la première? voilà, c'est ça, la première, c'est je faudra vérifier, mais tout commence le 17 novembre. Et on À va un peu l'Albo? partout. Non, la première, c'est vraiment à l'Espace Diamant à Ajaccio. Ensuite, la semaine d'après, on est à l'Albour. Ou ensuite, on fait Porto Vecchio. On sera à Corte. On sera à Ghisonaccia, à Anima. Ensuite, on revient en 2027. On sera à Calvi, Cargese. On sera à Zonza, à Olmeto. Et on sera, je crois qu'on finit à Laria pendant les rencontres Du de fameux l'ARIA. Robin Renucci, Voilà, on voilà. sera le 8 août 2027, ce sera notre dernière à l'ARIA. Et ben voilà. Rendez-vous en novembre alors pour voir Daniel Casanova sur les planches. Merci beaucoup. Merci à vous.